Chers collègues, chers innovateurs et acteurs du changement, nous sommes réunis autour de cette table ronde qui nous permet de décortiquer la problématique d'électrifier, rafraîchir, gérer les déchets et décarboner la ville. Et nous verrons les défis et innovations africaines pour la transition urbaine. C'est donc avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde organisée dans le cadre du Festival de l'innovation technologique et de la culture Maker en Afrique. Les villes africaines font face à un double défi, répondre à la demande croissante en énergie et en services humains, tout en limitant leur empreinte carbone. Électrifier sans polluer, rafraîchir sans détruire le climat, gérer les déchets sans dégrader l'environnement. Autant de chantiers essentiels pour l'Afrique urbaine au XXIe siècle. Le Festival de l'innovation technologique et de la culture Maker en Afrique offre un cadre privilégié pour croiser les approches technologiques, culturelles et citoyennes autour de cette transition. Ce thème, vous en conviendrez, touche au cœur même de la transformation urbaine africaine. Nos villes grandissent vite, parfois trop vite, et elles doivent désormais apprendre à consommer autrement, produire autrement et vivre autrement. L'électrification n'est plus seulement une question d'accès à l'énergie, mais de souveraineté technologique et d'innovation locale. Rafraîchir nos villes, c'est penser leur conception, leurs matériaux, leur forme, pour qu'elles respirent avec le climat et non contre lui. Gérer les déchets, c'est affronter la face cachée de la modernité urbaine, nos modes de consommation. Et enfin, décarboner la ville, c'est inscrire l'Afrique dans une trajectoire de durabilité à sa manière par la créativité, la culture du faire et la solidarité. Nous allons aujourd'hui écouter, confronter des perspectives diverses, celles des ingénieurs, des urbanistes, des architectes, des entrepreneurs, des makers. Ensemble, nous allons tenter de comprendre comment ces 4 piliers, électrifier, rafraîchir, gérer et décarboner, peuvent s'articuler dans une vision intégrée de la ville africaine durable. Je vous inviterai à des échanges francs, inspirants et ancrés dans nos réalités. Pour commencer, je vais vous présenter mes invités. Madame Marie-Ornella Dassi, que je vous prie de recevoir sous les ovations. Ingénieure en chimie et procédés durables, elle travaille sur le traitement des déchets avec Terra, donc avec Aterra, où il faut la promotion des constructions écologiques et la promotion du low-tech dans le vivre quotidien, au Burkina et au Bénin. Et grâce à ces activités avec ces associations, ils offrent l'ensemble des services essentiels à la communauté. À la suite de Madame Dassi, je vais prier M. Hugues Aubin, que je vous prie d'applaudir. Alors, M. Aubin est un philosophe participatif. Il a contribué ces dernières années à lever des fonds pour accompagner les Fab Labs. Ils ont créé récemment, l'un des plus gros succès de ce moment, ils ont créé récemment une documentation du genre Wikipédia où sur 100 pages dans 10 pays d'Afrique, ils ont enregistré les solutions endogènes dans le domaine climatique, de la santé, du low-tech, de la mobilité douce. Ils ont concilié les solutions endogènes et les problèmes contemporains. Monsieur Aubin est président de l'association Climate Change Lab, qui est un Fab Lab en France, et représentant du réseau français des Fab Labs. Je vous prie de les ovationner une fois encore. Ce panel, qui durera à peu près 90 minutes, sera modéré par moi-même, Hubert Frédéric
Baguidi, professeur à l'Université nationale des sciences technologiques, ingénierie et mathématiques d'Abomey, où je suis le directeur adjoint de l'École nationale supérieure des travaux publics. Bienvenue à ce panel. Alors, mesdames et messieurs, après cette première introduction, cette mise en perspective des problèmes qui nous réunissent, entrons dans le premier pilier. Le premier pilier, c'est l'électrification urbaine. Dans beaucoup de villes africaines, l'énergie est le point de départ de tout. Et vous le savez bien. La mobilité, la production, le confort et même la sécurité. Mais électrifier ne veut pas dire simplement raccorder au réseau. Cela signifie rendre l'énergie accessible, propre et maîtrisée localement. Monsieur Aubin, vous qui êtes dans les Fab Labs depuis fort longtemps, vous qui avez laissé même votre travail pour vous consacrer à la communauté, au vivre ensemble, dites-nous quelle place occupe aujourd'hui l'énergie solaire et les micro-réseaux dans la stratégie d'électrification des villes africaines. Alors, ici au sud comme au nord, mais beaucoup plus ici au sud, il y a énormément de projets qui sont menés au niveau des Fab Labs pour en fait fabriquer de l'énergie qui n'est pas raccordée nécessairement à un réseau principal sur des logiques de petits nœuds qui sont des petits nœuds qui vont en fait pouvoir permettre de faire, comme on dit, du balancing, c'est-à-dire de passer entre de la consommation quand l'énergie est disponible à du stockage, d'accord, qui permet de pouvoir prendre du relais. Donc je sais par exemple que dans cette salle, il y a à peu près dans tous les pays du réseau du REFFAO, les systèmes qui traitent de la résilience alimentaire, de la culture hydroponique en ville, de la mesure de la qualité de l'environnement sur des stations fixes, sont des systèmes qui fonctionnent sur une base essentiellement solaire. Donc il y a une expertise importante et même je crois qu'au Sénégal, on ne se contente pas de développer des systèmes à partir de panneaux solaires qu'on va acheter pour les raccorder sur des cartes électroniques, des potagers, des micro-pompes d'irrigation, mais qu'on va jusqu'à apprendre aux gens à réparer et à fabriquer la totalité des composants de la chaîne, parce que c'est une chose qui nous intéresse énormément dans mon association, c'est la compréhension des populations, des mécaniques principales, de ce qui pourrait se passer si on améliorait les choses, et de comment ça marche autour d'eux, pour pouvoir, en fait, les impliquer dans des dynamiques communautaires où eux-mêmes vont à la fois changer leur comportement et parfois interpeller leur pouvoir public. C'est une question qui a été traitée hier au travers notamment du prototype de cartographie de la pollution sur Cotonou. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est quand même une chose sur laquelle je pense que ce sera un fil rouge dans tout ce que je dirais. Il faut savoir, messieurs, dames, qu'une des spécificités du réseau des Fab Labs qui est à l'intersection entre les populations locales, les étudiants, les entrepreneurs, les territoires, c'est que, contrairement à ce que vous connaissez et que peut-être on vous a appris à l'école, on peut concevoir des objets qui fonctionnent et partager exactement comme sur Wikipédia leur plan de fabrication, le code source dans les cartes électroniques, les logiciels qu'on pousse sur des machines pour pouvoir fabriquer des cartographies ou faire des choses dans le bien commun de l'humanité, de manière légale, et j'insiste, y compris à usage commercial. Donc à usage non commercial et commercial. Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet que, par exemple, le réseau des Fab Labs francophones d'Afrique de l'Ouest et le réseau des Fab Labs français coopèrent en fait en permanence, parce que quand quelque chose est inventé, on va pouvoir repartir de ce qui a été inventé immédiatement, sans refaire la recherche et développement, mais que par contre, en fonction des solutions, et on en reparlerait peut-être, c'est un gros intérêt notamment du retour au respect sur les low-tech, on va pouvoir utiliser les matériaux locaux pour fabriquer
des boîtiers, des solutions, des choses à base de composants contenus dans des transistors, des tas de choses autour de soi. Ce qui signifie, et je reviendrai sur cette utopie de la Fab City plus tard, parce que c'est une vision systémique, dans la vision des Fab Labs, on effondre les flux de matière entre les villes, parce qu'au lieu d'aller importer des solutions qu'on va acheter, on va échanger des informations pour recomposer les atomes autour de nous et fabriquer les choses sur place. Pour simplifier, si je prends un plan de tabouret sur Internet, moi, en France, je vais prendre ce plan de tabouret et je vais le fabriquer avec du bois de chez moi. Et ici, on va le fabriquer avec du bois de chez soi. Et on ne va pas déplacer 1 gramme de bois. Imaginez ça, que les Fab Labs le poussent sur le textile, sur l'alimentation, sur l'énergie. Donc en soi, c'est un modèle qui cherche à effondrer le bilan carbone de l'importation et de l'exportation en même temps qu'on travaille sur la décarbonation au niveau local. D'accord ? Okay. Merci. Vous qui prônez ainsi la démocratisation du partage de la connaissance, vous qui prônez ainsi comment on appelle, les solutions, j'allais dire vernaculaires, les solutions locales, les solutions endogènes aux maux dont souffre notre communauté, quelle innovation technologique et sociale, selon vous, M. Aubin, permettent d'éviter que la ville ne soit dépendante des importations énergétiques? Alors, je voudrais que vous avez commencé, mais je voudrais que vous reprécisez davantage à base de quelques exemples, les innovations technologiques et surtout sociales qui nous permettent d'éviter la dépendance des importations d'énergie. Alors, la première chose, c'est bien évidemment que même si on peut partager un vivier de solutions, en fonction du territoire où on se trouve, on ne va pas prendre les mêmes. Donc, ça veut dire qu'on arrête d'aller prendre des solutions qui sont plaquées de toute façon sur des terrains pour pouvoir analyser en fait sa situation autrement. Il y a une méthode qui est en train d'émerger en ce moment autour d'un concept qui s'appelle la robustesse. La robustesse, c'est quoi? C'est comme on arrive dans un contexte dans lequel, avec le changement climatique, on a bien des polycrises, d'accord? On atteint la 6e des 9 limites planétaires au niveau chimique et environnemental qui permettent de vivre. Si on ne veut pas continuer dans cette voie-là, on va avoir de toute façon la nécessité number one de gérer ce qu'on appelle les communs négatifs. Donc j'explique ce concept et je donne 1 ou 2 exemples. Le concept de commun négatif qui a été créé par un chercheur qui s'appelle Alexandre Monin, c'est le fait que de toute façon, vous savez, le monde, et ici il y a des jeunes dans lequel vous êtes nés, vous ne l'avez pas choisi, mais dans ce monde, vous héritez du monde de vos parents. Et ça veut dire que vous héritez également des infrastructures d'avant, et vous héritez également de ce qu'on peut appeler les déchets, ce qui sort à l'autre bout de ces infrastructures d'avant. Par exemple, vous pouvez hériter des déchets radioactifs, vous pouvez hériter de la pollution de l'air, vous pouvez hériter de machines à pétrole, vous pouvez hériter. Et parfois, une grosse partie de ces infrastructures, elles n'ont pas fini de fonctionner pour être rentables, même si elles sont dans le monde d'avant. Donc, la première chose qui est importante, c'est de reconsidérer les processus qui fonctionnaient dans un monde prévisible au niveau de l'énergie. Par exemple, j'ai un contrat avec un pays avec lequel je vais pouvoir importer du pétrole ou de l'essence qui va me permettre de faire tourner des groupes électrogènes. Seulement à un moment, il y a un problème, le fleuve, ça passe plus dessus. L'essence, elle passe plus. Il y a un conflit militaire. Il y a un problème imprévu. Ça veut dire qu'on arrive de toute façon dans un monde dans lequel un des premiers travaux est d'analyser ensemble cet héritage positif et négatif, parce qu'il y a aussi de l'héritage positif, notamment culturel, notamment dans les connaissances endogènes, pour dire qu'est-ce qu'on peut utiliser qui va, nous permettre de bien vivre à partir des ressources locales, donc de recomposer localement dans un cycle qu'on appelle l'économie circulaire avec ce qu'il y a autour de soi. Comment on fait pour renoncer à des activités dont on sait que les conséquences environnementales, en fait, sont déjà difficiles à subir, même si économiquement, il y a des engagements dessus de manière démocratique. Ça veut dire, par exemple, que vous
Vous êtes obligé de reconsidérer que si vous avez des systèmes centralisés, connectés sur l'extérieur et des autres pays pour faire fonctionner des infrastructures solaires, si vous ne savez pas réparer vos infrastructures et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, eh ben vous aurez un shutdown comme si vous aviez des centrales nucléaires. Parce qu'en fait, vous n'aurez pas créé l'autonomie qui vous permet localement de vous reposer, parce que vous n'aurez pas analysé en fait le capital qu'il y a autour de vous. Un exemple, par exemple, je trouve ça très intéressant, les ateliers qui sont faits au Senfab Lab, parce qu'au-delà de dire voilà comment marche un panneau solaire, c'est savoir le réparer, c'est savoir même en fabriquer, à partir de ce qu'on va trouver dans ce qui est déjà là et que nos parents ont acheté, qu'on n'a pas choisi. Parce que l'héritage, il est là de toute façon, qu'il soit high-tech ou low-tech. Et si vous regardez tout ce qu'il y a autour de vous, une des questions, je pense qu'on traitera avec madame également dans le registre de la chimie, c'est la question de la recomposition de ce qu'il y a autour de nous pour arriver à pourvoir des besoins essentiels autour de systèmes qui sont des réseaux locaux. Et ces réseaux locaux, ils sont à la fois humains et techniques. Donc ça pose évidemment des conséquences qu'on va retrouver dans peut-être l'urbanisme qu'il va falloir créer également autour de ça. Merci beaucoup, monsieur. On retient que l'héritage sera low-tech ou pas. Donc, on est bien obligé de commencer par s'adapter à cela. Et madame Dassy, vous qui êtes ingénieur procédé, vous qui, donc, consommatrice, j'allais dire, d'énergie, mais aussi productrice, comment favoriser une production décentralisée et participative de l'énergie qui intègre tous les acteurs, c'est-à-dire à la fois qu'on soit dans le low-tech, les communautés, les collectivités, les ménages, et dans les solutions classiques, l'administration et autres. Comment vous pensez qu'on peut favoriser une production décentralisée de l'énergie? Ok. Merci beaucoup pour la question. Je dirais que pour favoriser une production décentralisée de l'énergie qui intègre tous les acteurs, il faudrait déjà soutenir les initiatives des Fab Labs. Je pense que c'est essentiel parce que les Fab Labs aujourd'hui contribuent essentiellement à déjà la diffusion des savoirs. Donc, en encourageant, je veux parler des structures, des pouvoirs publics, en encourageant les initiatives des Fab Labs, nous pourrons ainsi, stimuler davantage d'envie d'innover. Également, il faudrait encourager le secteur informel, surtout dans les communautés villageoises, qui sont de grands pôles de production justement de cette énergie décentralisée. Donc, réunir des femmes en association, réunir des jeunes en association, des populations souvent invisibilisées pour, en fait, susciter une réflexion collective. Voilà, et ne pas seulement cantonner le savoir à, dirais-je, à une frange de la population. Déjà, puisque vous parlez de low-tech, on arrive à parler de low-tech aujourd'hui parce que avant, nous qui sommes ingénieurs, on a tendance à, emprisonner en quelque sorte le savoir, à le codifier, à rendre la chose très compliquée. Maintenant, si avec l'aide des Fab Labs, avec l'aide des associations, nous arrivons à en quelque sorte simplifier la notion de production d'énergie, à utiliser des ressources. Je vais un petit peu parler de déchets puisque c'est un petit peu mon champ d'expertise. À changer le regard sur le déchet pour amener les populations locales. Je parlais de populations invisibilisées, à amener les femmes, à amener les jeunes, à amener les populations villageoises à participer à cette production énergétique-là. Nous pourrons faire de la décentralisation énergétique. Ok, je vous relance. Dans ce monde où les grands groupes font le lobbying, comment pensez-vous que les makers et les startups africaines peuvent-ils contribuer à l'accélération de cette électrification intelligente et citoyenne? Très bonne question. Déjà, je répondrai en disant qu'il faut organiser de plus en plus d'événements comme celui qui nous rassemble, Make Africa. Parce que déjà, à travers ces événements, le public qui est devant moi, la jeunesse qui est devant moi, reçoit des informations qui lui donnent envie d'être acteur, en fait, du changement. Ça, c'est une chose.
La seconde chose, c'est que les Fab Labs peuvent s'intéresser à des villes qui ne sont pas forcément d'intérêt pour ces grands groupes-là, déjà. Je vais donner un exemple très concret. Il y a, je sais pas, 2 ou 3 ans, je vivais à Natitengou. C'est une ville du nord-ouest du Bénin. À Natitengou, il y a de gros problèmes d'énergie et ce n'est pas une ville qui est forcément d'intérêt public pour ces grands groupes-là. Dans une ville comme Natitengou, si on arrive à améliorer la visibilité des Fab Labs, je pense qu'on pourra relever justement le pari à travers les makers, à travers les Fab Labs, de décentraliser l'énergie. Voilà. Également, c'est de diffuser avec l'aide des pouvoirs publics davantage les technologies qui sont fabriquées au niveau des Fab Labs. J'ai vu de belles choses en arrivant ici ce matin, juste derrière voilà, le mur blanc. Et je pense que c'est des technologies qui doivent être diffusées. Je pensais ce matin au CENUM, qui est la semaine du numérique, qui a commencé à Cotonou depuis quelques années, qui a permis de rendre davantage visible le domaine du numérique. Au-delà de Make Africa, qui est un événement international qui rassemble des Fab Labs africains, si l'État nous aidait à organiser des semaines du maker, je ne sais pas, des semaines du Fab Lab béninois par exemple, pour parler du Bénin où nous nous trouvons, cela aiderait davantage à améliorer la visibilité des Fab Labs et de leur action. Merci. Monsieur Aubin, pour finir cette partie, dites-moi si vous ne noterez pas une rivalité entre les systèmes classiques et les systèmes maker pour la proposition de solutions low-tech. Autrement dit, les systèmes classiques, les grands groupes, les lobbies dont on parle, pensez-vous qu'ils vont vraiment faciliter la tâche ou permettre aux makers et aux startups de s'investir réellement dans ce domaine de production énergétique? Je vais être un peu rude. Depuis 2005, où j'ai travaillé dans le secteur public sur les communs autour du data urbain, donc toutes les données, d'accord, les filaires de voie, les câbles qui passent dessous, la pollution, les emprises de bâtiments, les simulations justement de position du soleil. J'ai fait partie du mouvement Open Data en Europe. Aujourd'hui, ça provoque l'économie de plusieurs milliards d'euros par an, rien que sur n'importe quel projet, entre collectivités, avec le secteur privé. Moi, en tant que citoyen, je peux accéder à n'importe quelle donnée, fabriquer ma carte, mon application mobile, y compris à usage commercial. On m'a toujours posé cette question en me disant « mais vous êtes fous, c'est n'importe quoi ». Pourquoi? Parce que ça génère pas du chiffre d'affaires, ça génère de l'économie. C'est-à-dire, nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est pas augmenter la consommation d'énergie et le business que ça va faire. C'est diminuer l'impact que provoque une surconsommation d'énergie ou l'inégalité dans la manière dont on y a accès. Donc ça veut dire que le travail, il n'est pas dans le fait d'augmenter la quantité, la performance et la rentabilité en faisant plus, moins cher pour gagner plus pour des dividendes. La question, elle est de voir si on arrive à pourvoir à des besoins de manière peut-être plus frugale, ok, dans une société qui tient le coup. Donc ce qui va se passer, ça va être comme pour l'open data. Au début, on est des rigolos. On n'y croit pas. On est par exemple pour les Fab Labs chez nous en France en 2010 où il y en a 7. Et aujourd'hui, il y en a 180. Aujourd'hui, il y en a toutes les universités. Aujourd'hui, il y en a dans tous les villages. Aujourd'hui, quand il y a des crises, et c'est important dans le domaine de l'énergie aujourd'hui d'en parler, parce que quand il y a une crise, l'énergie, elle tombe. D'accord? Et elle tombe d'autant plus qu'elle est dans des systèmes centralisés. Et ces systèmes centralisés, c'est des systèmes super rentables d'un monde d'avant de la performance. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que même les grosses boîtes et même les gros opérateurs sont en train de découvrir que leur modèle s'effondre et qu'ils vont même pas avoir la rentabilité sur investissement dans les 30 années qui viennent parce qu'ils peuvent pas prédire que ça va marcher. Exemple que j'ai donné hier. Merci beaucoup. Si vous permettez un exemple, Oui, concret. Centrale nucléaire, c'est du costaud, c'est de la high-tech, ça rapporte, c'est 70% de l'électricité française. On est les champions du monde sur le papier. Résilience, 0.
Pourquoi? Parce qu'une centrale nucléaire, ça se refroidit avec des cours d'eau. Donc c'est construit à côté d'un fleuve. Et quand il y a le changement climatique, on ne peut pas prévoir les effets, des effets, des effets. Là, bizarrement, cet été, il y a une centrale nucléaire qui a été bloquée par un afflux de méduses dans un affluent d'eau douce qui se jetait dans la mer, parce que personne n'aurait pu prévoir que le changement de température faisait que ces méduses, liées au cycle animal, allaient arriver dans les hélices, et il a fallu couper la production. Donc ça, c'est la réalité du modèle d'avant dont vous me parlez, qui ne croyait pas aux solutions décentralisées. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils s'y intéressent parce qu'il n'y a plus le choix. Mais ça ne suffit pas, parce que l'enjeu, c'est de réussir à les intéresser à des modèles qui sont des modèles décentralisés, résilients, et dans lesquels il y a un partage de solutions avec d'autres acteurs qui font que même si eux se cassent la binette, parce que sachez que dans la finance, tout le monde ne va pas gagner non plus, merci. Ça fonctionne au terrain. Vous qui êtes un fervent défenseur de la justice sociale, vous venez de démontrer que nous devons faire attention à quelque chose. Les changements climatiques peuvent nous montrer les limites de notre modèle actuel de consommation et donc favoriser la transition vers des solutions durables. Alors, dans cet ordre d'idée, nous allons aborder le deuxième axe qui consiste à voir le rafraîchissement de la ville. Et là, dans un contexte, comme je l'ai dit, de changement climatique, nos villes deviennent des îlots de chaleur. Les matériaux, les toitures, les rues étroites accumulent la chaleur et cela pose des défis de santé, d'habitat, de confort, mais aussi d'équité sociale. Bon, plein d'exemples on peut donner. Hein. Aujourd'hui, dans notre maison, on bétonne tout. Il y a plus les maisons ne vivent plus, ne respirent plus, comme on le dit. Les villes aussi, tout est tout au bitume. Hein, fait que rien ne respire. Les matériaux que nous utilisons aussi, hein, les matériaux qui ne sont pas forcément adaptés aux réalités locales, autant de solutions que nous offrons pour notre confort, disons-nous, qui malheureusement créent d'autres incidents. La plupart d'entre nous ici qui ont des maisons, parfois, pendant des périodes comme celle-ci, on délaisse les chambres pour dormir à la belle étoile. Mais écoutez, si on devait dormir à la belle étoile, pourquoi investir autant pour construire les maisons? Hein? Donc, ces constructions ne sont pas toujours adaptées à nos réalités et créent réellement des problèmes pour le confort. Sachant que lorsque les îlots de chaleur naissent, c'est beaucoup d'autres maladies qui se développent. Hein. L'inconfort, même sur le plan économique, la rentabilité même des employés au bureau, lorsque la chaleur étouffe, on ne va pas revenir sur ces détails. Alors, pour vous, quelle solution locale? Peut-être la végétalisation, les matériaux biosourcés, l'architecture vernaculaire et autres permettent de rafraîchir naturellement la ville au regard de vos expériences, M. Aubin. Alors merci d'abord parce que je trouve vos introductions, j'y adhère complètement. Vos exemples sont excellents. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire, c'est vraiment un retour dans l'analyse en fait avec la science d'aujourd'hui des solutions d'autrefois. Donc on voit par exemple le concept des villes éponges qui décolle complètement. C'est un concept dans lequel on a tellement de réverbération, on a tellement d'artificialisation des sols, on a tellement... parce que ça c'est lié au cycle de l'eau également, hein, et on est composé quand même à plus de 90% d'eau. C'est notamment le fait de passer par tout ce qui concerne, vous avez vu hier midi, ici, il faisait extrêmement chaud, entre les cours de midi, tout le monde est sous les arbres. D'accord? Et s'il n'y a pas d'arbres, personne ne saura où se mettre. Aujourd'hui, on est en train de recartographier et de reconsidérer complètement l'urbanisme galopant. Et je ne parle pas de l'informel, je parle aussi du formel, attention, hein, je parle de l'urbanisme formel de ces 30 dernières années, pour, en fait, ce que vous dites, ça est complètement confirmé par les données, en fait, de cartographie de ce qu'on appelle, par exemple, l'effet canyon pour les personnes âgées, là où il y a des immeubles, et en fait, on en arrive à des choses qui vont nécessiter la recomposition de l'habitat au travers l'analyse des mouvements de l'air, de la condensation de l'eau, du cycle jour-nuit,
pour abaisser. Hier, il y a eu des exemples extraordinaires qui ont été montrés de double toit pour abaisser la température jusqu'à 15 degrés pour des gens qui sont à 55 degrés, parce que c'est bien une température sur son téléphone mobile, mais c'est tant à l'ombre. C'est pas la vérité, d'accord? C'est parce qu'on vit pour de vrai. Et donc, si on veut pas, comme on constate que nos villes, en fait, sont de véritables concentrateurs de chaleur, parce qu'il n'y a plus cette place de la nature qui a un rôle naturel, d'accord, de rafraîchissement, qui est beaucoup plus économique. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas avoir besoin de brancher un arbre sur une batterie, d'accord, pour qu'il fasse de l'ombre et puis qu'il ait un cycle de l'eau. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'au travers, justement, il y a une nouvelle noblesse mise en exergue sur l'union entre l'homme et la nature, dans lequel il y a moins un cycle d'exploitation avec à côté des matériaux synthétiques, mais une mise en œuvre de la science pour regarder, justement, vous avez parlé de matériaux biosourcés, je peux vous dire une chose qui est extrêmement étonnante, c'est qu'en France, on s'aperçoit que des matériaux comme le lin, comme le chanvre par exemple, ont des qualités qui étaient connues de nos ancêtres et reviennent en force dans toute la modernité des programmations de bâtiments. On s'aperçoit que les frigos du désert dont tout le monde parle, en Europe, il y a eu une école qui vient d'être construite sur ce principe, parce que moi j'habite en Bretagne, à l'ouest de la France, qui est réputée être tempérée, où il pleut, où il fait bon et frais. Ça fait 3 ans qu'on a battu les 41 degrés à l'ombre, dans une région des plus tempérées de France, et maintenant vous savez ce qu'ils font. C'est comme la ville n'est pas encore adaptée, on dresse comme des cordes à linge au-dessus des rues piétonnes pour faire de l'ombre simplement, sans laquelle de toute façon il n'y aura personne dans les rues piétonnes. Donc ça veut dire que ça pose des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a déjà construit, on a déjà artificialisé, mais pas partout. Donc là aussi il y a un enjeu de reconsidération des projets urbains qui ne sont pas encore réalisés pour pouvoir, en quelque sorte, il faut que ce soit accessible aux gens. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez inventer ce que vous voulez. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui sont développées, y compris par les réseaux de Fab Lab universitaires autour de ces questions. Le problème, c'est que quand vous voulez passer à l'acte et à l'échelle, il faut que ce soit légal, il faut que ce soit aux normes, il faut que ce soit finançable par des personnes modestes sur des quartiers entiers. Et ça va nécessiter d'avoir en quelque sorte des initiatives pilotes qui puissent essaimer, d'accord? Et vous parlez souvent, et je vous en remercie, de l'ombre en fait, et de où est et de quelle nature est l'implication des pouvoirs publics pour penser que c'est crédible. Moi je pense que si on n'arrive pas à convaincre les gens sur des grandes étendues d'un coup, il faut absolument continuer à faire des expérimentations pilotes et communiquer très fortement dessus, et la meilleure communication c'est ceux qui y habitent. Donc je pense qu'on a aujourd'hui un vivier de solutions comme des partitions de musique sur internet, des musiciens qui sont des techniciens qui savent lire des plans, qui savent fabriquer des choses, et des habitants avec qui on peut faire des trucs, mais que le monde des institutions, dans sa ligne de temps et ses modes de décision, un peu descendants parfois, doit s'hybrider beaucoup plus vite avec les solutions émergentes. Et aujourd'hui, pour moi, je pense que ça se trouve beaucoup dans une alliance avec le monde vivant et son retour en force dans ce qu'on appelle la nature en ville. Ok, vous prônez une alliance avec le monde vivant, et je profite de cette acception pour demander à l'ingénieur Dassy, vous qui êtes ingénieur en procédé, dites-nous si le concept de ville bioclimatique est vraiment applicable en Afrique et à quelles conditions. Vous qui êtes dans la promotion des solutions low cost dans le domaine de la construction, est-ce que le concept de ville applicable n'est pas de l'utopie, ou pensez-vous qu'on peut concilier la modernité architecturale au confort climatique endogène? Autrement dit, je peux illustrer davantage. Est-ce que vous pensez que sur l'eau à Granville à côté, on va toujours continuer par vivre dans des bâtiments en planche avec la paille pour rester collé à la nature? À Bomé, où moi je vis, les bâtiments en terre, dont certains ont 200, 300 ans, peuvent être encore d'actualité. Est-ce que nous qui sommes en train d'émerger, quand on réussit, on peut toujours aller au village et construire un bâtiment en terre, ou encore, chez moi, dans les collines à Savalou, par exemple, est-ce que vous pensez que la construction des bâtiments en pierre taillée n'est pas dépassée? Voilà. Okay. Je vous remercie pour cette question.
Je pense que ce n'est pas de l'utopie. C'est tout à fait, c'est réaliste et c'est même d'actualité. Je pense qu'il est temps que nous, en Afrique, nous réconcilions avec notre héritage, avec l'héritage de nos parents et que nous revenions à l'essentiel, à la nature. En fait, je pense que, pour un peu reprendre vos termes, vous disiez tantôt que, est-ce que vous, qui êtes enseignant-chercheur, qui êtes docteur, professeur d'université, qui avez réussi au sens local du terme, ce serait pas mal vu d'aller, je sais pas, à Savalou, repartir à la pierre taillée? Je dirais que non. Tout dépend de comment on présente la chose. Il y a 2 ou 3 ans, j'étais à Semen City, comment on appelle, à Cotonou ici, où nous débattions justement de ce sujet. Et nous avions parlé de l'aspect même de la présentation de tout ce qui est matériaux bioclimatiques. Nous connaissons tous, je pense, Francis Kéré, architecte burkinabé, qui a eu un prix, je pense, l'équivalent du prix Nobel d'architecture pour ses le prix Fiseur. C'est ça, d'architecture pour ses brillantes réalisations architecturales. Donc, je pense que c'est plutôt l'image du matériau local qu'il faudrait repenser. Il faudrait déjà commencer au niveau des écoles à procéder à une déconstruction de ce qu'est le matériau biosourcé, de ce qu'est le matériau local, à faire comprendre progressivement aux jeunes, à faire comprendre aux parents, aux adultes également que matériau local n'est pas synonyme de pauvreté et qu'il y a de très belles choses que nous pouvons faire avec ces matériaux locaux. Je crois que depuis 2 ans, à Cotonou, ici, il y a des projets qui ont commencé avec les marchés de construction, de rénovation des marchés urbains à partir de BTC, de briques en terre cuite. Mais quand nous voyons ces marchés, c'est beau, c'est magnifique. Donc, avec ces choses-là, je pense que non, le matériau biosourcé n'est pas une affaire de pauvres. Au contraire. Et je pense que si nous avons de plus en plus d'hôtels construits avec ces matériaux biosourcés, nous allons changer le regard que nous avons en Afrique sur ces choses. Et je pense qu'il faut également davantage mettre en exergue les impacts négatifs associés avec tout ce qui est bâtiments, bitume, tout ce qui est béton et autres. Mais la chaleur, imaginez justement, vous parliez au tout début de votre propos avec M. Aubin, de la chaleur ressentie, qui fait que parfois on est obligé de dormir à la belle étoile. On va faire ça jusqu'à quand? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, vous pensez qu'il est temps qu'on arrête, grâce aux solutions, de dormir à la belle étoile alors qu'on a investi l'économie de notre vie pour construire les maisons. Ce qui revient à conclure cette partie pour dire que rafraîchir n'est pas qu'une solution, une démarche technique. Elle est d'abord plus culturelle que technique. Est-ce là? Parce que nous dormons à la belle étoile malgré que le climatiseur et le ventilateur fonctionnent. Pourquoi, malgré ces prouesses technologiques, vous pensez que le mieux parfois est de dormir à la belle étoile ou de délaisser les bureaux? J'étais déjà allé dans une mairie où le maire a carrément laissé son bureau doré pour venir s'installer sous les arbres et signer les arbres. J'ai déjà vu ça dans les collines une fois. Voilà. Ça. Je dirais que c'est un mix. Il faudrait associer la technique à la culture, à revenir à l'essentiel. Je pense que vous aviez parlé de végétalisation. C'est quelque chose qu'il faut promouvoir davantage dans nos villes. On peut repenser le bâtiment, on peut rénover nos bâtiments et végétaliser davantage nos bâtiments. Également, puisque je parlais de technique, nous pourrions essayer de réfléchir. Et là, je lance un appel à la jeunesse qui se trouve en face de moi pour voir comment on réduit notre dépendance à la SBE. C'est quoi? La Société béninoise d'énergie électrique. Ce serait de voir comment on essaie d'avoir des climatiseurs un peu plus, je dirais, écologiques, qui apportent davantage de confort thermique, tout en réduisant notre dépendance à l'énergie fossile que nous produit la CIE.
La SBE, excusez-moi, je suis habituée à la CIE. En plus de ça, je pense que je vais un petit peu parler de déchets. Je pense qu'il faudrait essayer de voir dans quelle mesure nous utilisons des déchets pour, comment dirais-je, produire davantage de l'énergie. Parce que ces déchets, justement, quand ils sont abandonnés, quand ils sont laissés en décharge, ils contribuent au réchauffement climatique avec la production de gaz à effet de serre. Donc, l'effet d'inconfort thermique ressenti dans les bureaux ou dans les maisons peut aussi être lié aux déchets, justement. Donc, si on investit davantage dans la gestion des déchets, dans l'amélioration de la gestion des déchets, dans le changement de paradigme, pour ne plus parler de déchets, mais pour parler davantage de ressources, on pourrait également contribuer à résoudre ce problème de confort thermique dans les villes. Très bien, vous m'amenez à introduire le troisième pilier, mais avant, vous mettez l'accent sur l'importance de la gestion durable des déchets. Bien sûr, parce que dans nos maisons, nos fours septiques, par exemple, sont des grands réservoirs d'énergie. Donc, vous prenez que les solutions écologiques doivent être vraiment vulgarisées. Et je profite de ça pour dire que la question du déchet, elle est beaucoup plus concrète et beaucoup plus visible. Parce que lorsqu'on ne gère pas les déchets, personne enfin, ça ne fait pas attendre, en fait. Malheureusement, il faut beaucoup d'investissement parfois pour gérer les déchets. Parce que les solutions que nous adoptons ne sont pas toujours des solutions adaptées à nos réalités. Je peux donner des exemples. Hein. À Cotonou et région, tous les déchets que nous produisons sont convoyés vers Ouessé. Dans la commune de Ouida, à une quarantaine de kilomètres, il faut dépenser autant de carburant juste pour les enfouir. Et pourtant, on pouvait utiliser les déchets pour faire autre chose. Donc, cette tonne de déchets plastiques et organiques que nous produisons sont un problème pour la gestion de nos villes. Ça, c'est vrai. Mais bien pensé, ces déchets peuvent devenir une ressource, une économie et même une source d'énergie. Beaucoup de gens nous l'ont montré par le passé. Hein. J'ai donné l'exemple des fours septiques qui produisent du gaz qu'on peut transformer avec un biodigesteur en gaz domestique, gaz pour la cuisine. Hein. Donc, ces exemples sont nombreux et je profite de ça pour demander à Madame Dassi, qui est ingénieure en procédé, comment faire émerger les chaînes locales de valorisation capables de créer de l'emploi et de la valeur. Bon, la valorisation des déchets plastiques, des déchets organiques et des déchets électroniques. J'insiste sur les déchets électroniques parce que ça n'intrigue personne aujourd'hui. Regardez, nous tous qui sommes dans cette salle, depuis qu'on a commencé par utiliser les téléphones, le nombre de téléphones qu'on a jetés dans la nature. Hein, regardez le nombre de lampadaires solaires qui sont gâtés dans la ville. Tous ces déchets-là rentrent dans la nature. Et pourtant, il y a des composantes qui sont incompatibles avec la vie humaine. Est-ce que nous allons continuer par regarder de façon passive ces déchets être dissimulés dans la nature ou quelles solutions pensez-vous qu'on puisse adopter? Ok, je vous remercie pour la question. Déjà, je vais rebondir sur le dernier point, les D3E, les déchets d'équipements électroniques et électriques. C'est quelque chose de très important. Effectivement, nous ne voyons pas tout de suite que nous contribuons à une pollution sur le long terme en jetant nos téléphones portables, nos chargeurs. Et il n'y a pas que ça, c'est tout ce qui a, les télés, les batteries, c'est toutes ces choses. Et à long terme, nous allons avoir des problèmes. Il y a des métaux dans la plupart des téléphones portables qui sont qualifiés de métaux lourds. Ils vont se retrouver dans la terre. Nous allons manger après. Et puis nous allons nous plaindre de problèmes de cancer, de maladies, de diabète, de ceci, cela. Donc, il est vraiment temps de tirer la sonnette d'alarme sur
cette question-là. Maintenant, pour revenir à la question, comment faire émerger, comment on appelle, davantage de filières de valorisation de déchets au niveau de la ville, je dirais qu'il faudrait ces 3 pôles d'action. Déjà, il y a investi davantage dans la recherche et développement de solutions de valorisation de déchets adaptées aux réalités africaines. Parce que souvent, nous avons tendance en Afrique à faire du copier-coller du modèle occidental. Donc, ce serait déjà d'investir davantage dans la recherche pour promouvoir la circularité, l'économie circulaire. Pour développer, je dirais, vous avez parlé de biogaz tantôt. Donc, ce serait de voir comment nous créons au niveau de nos villes des pôles justement de production de biogaz au niveau local. Ça peut commencer par le tri. Déjà, je pense que depuis quelques années, la gestion des déchets dans une ville comme Cotonou a commencé à être repensée. Avec, j'ai oublié le nom de la société, il y a une nouvelle société qui gère les déchets à Cotonou. Donc, déjà, ils améliorent la collecte des déchets au niveau de la ville, mais il faudrait encourager davantage le tri des déchets à la source, au niveau des utilisateurs. Voir comment nous avons davantage de poubelles pour promouvoir le tri des déchets au niveau des maisons par catégorie et comment, au niveau des écoles également, on suscite dans les programmes éducatifs des séances pour parler de déchets, pour parler de valorisation des déchets, pas juste de déchets, mais de valorisation. C'est très important parce que quand on dit gestion des déchets, bon, le déchet est souvent associé à la pauvreté, à l'insalubrité. Mais quand on parle de valorisation, là, il y a le mot valeur qui ressort dedans. Là, on est en train de changer les mentalités, déjà au bas âge, depuis la maternelle, au niveau de nos écoles. Donc, avec ça, on pourra encourager, en quelque sorte, l'émergence, justement, de tout ce qui est valorisation, activité de valorisation des déchets. Également, je pense qu'il faut des Fab Labs orientés, justement, vers cette activité-là, valorisation des déchets. Oui, monsieur Aubin, vous qui avez laissé tout travail pour vous consacrer à la communauté, dites-nous si les circonstances actuelles, hein, où les conditions de vie ne sont pas toujours favorables, les filières de valorisation des déchets sont toujours des solutions à promouvoir. Absolument. D'ailleurs, en fait, il faut voir que maintenant, les acteurs de ce secteur parlent de gisement. Donc ça rejoint complètement ce que vous dites. Quand on dit déchet, dans notre tête, c'est jeté, de toute façon. Un déchet, c'est un déchet. C'est pas un truc qu'on utilise. On l'utilise, puis c'est un déchet. Quand ça devient du gisement, là, ça veut pas dire la même chose. Et on parle de gisement de minerais, on parle, etc. Donc après, on parle de première, seconde, troisième vie, etc. Donc, par exemple, dans les ateliers qui ont été faits par des acteurs africains dans le cadre du projet Forge d'adaptation Nord-Sud, que notre association a fait notamment avec le REFFAO, qui invite ici le réseau des Fab Labs français, il y a beaucoup de choses qui touchent à ça qui ont été faites pour non seulement documenter des solutions dans le bien commun, mais surtout comment conduire des ateliers. Parce que ça permet que n'importe quelle école, collège, lycée, il y a un mode d'emploi de cours qui peut réadapter avec est-ce qu'il faut de l'électricité, combien de personnes, est-ce que l'atelier dure 1 jour, 2 jours, qu'est-ce qu'il faut. Exemple, fabrication de biogaz sur base de déchets de légumes en République démocratique du Congo. Il y en a plein, des exemples comme exemple, transformation de déchets informatiques en alimentation de laboratoire pour lycée en Tunisie. Donc il y en a plein, d'accord. Et il y a quand même un point sur lequel on peut aller encore plus loin, parce qu'en fait, on a des problèmes, c'est d'arrêter un vocabulaire. Je pense que c'est très important ce que vous disiez sur les termes. La différence entre gisement et déchets. Vous parlez de fosse septique. Bah, quand c'est du pipi, ça fait rire tout le monde. Donc le jour où il y a quelqu'un qui va dire c'est peut-être stupide d'uriner dans de l'eau potable alors que c'est le truc qui la pollue quasiment le plus et qui coûte le plus d'énergie pour la dépolluer, déjà il entre en conflit avec tous ceux qui traitent de l'eau dans les villes, massivement, sur une grosse économie. Mais à partir du moment où il y a une transformation en énergie, imaginez les gisements sur une grande ville, comme Paris par exemple. Le potentiel est juste énorme. Donc c'est une question aussi de vocabulaire et de manière de regarder les choses. Je donne un troisième exemple quand même, parce que c'est un truc que je dis souvent.
Moi, j'étais très convaincu, par exemple, par le tri et le recyclage, qui sont quand même en essor dans un certain nombre de villes. Mais si je disais à mon grand-père, « Hé papy, regarde, c'est génial, tu vois la bouteille d'eau là sur la table, la bouteille d'eau minérale? Eh ben regarde, tu sais ce que je vais faire une fois que je l'ai bu? Je vais la trier, je vais la mettre dans ce bac-là, comme ça, je vais pouvoir la sortir dehors, il y a un camion qui va pouvoir la prendre, il va pouvoir l'emmener dans un endroit où on va la composter, la fondre, et on va pouvoir refaire une bouteille que je vais pouvoir réacheter pour pouvoir la retransporter avec une voiture, pour pouvoir la reboire sur cette table demain. » Il va me dire, mais attends, moi j'ai une chope en terre là, c'est celle de ma mère. Pourquoi tu dépenses toute cette énergie? Parce que c'est à quoi ça sert finalement? C'est un contenant pour mettre de l'eau dedans. Donc la question fondamentale, c'est pas de continuer à vivre comme on faisait, c'est de reconsidérer les intrants et les sortants. C'est pour ça que la question de la biodégradabilité, c'est une question où en fait on salue nos ancêtres. Très bien. Donc, non mais c'est très important, j'y tiens, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà une partie des solutions dans les mains, mais il faut qu'on pense et qu'on nomme les choses autrement pour appliquer les connaissances scientifiques dessus, les remettre en noblesse. Et pour moi, surtout, il faut qu'on fasse des ateliers où, au-delà de former les gens, on installe des choses. On fait visiter des biométhaniseurs, on en fait en petites unités, on autonomise les gens, parce que ça crée aussi de la résilience de crise, et ça crée de la prise de conscience, et j'insiste, on partage dans le bien commun les solutions techniques, au moins partiellement, pour qu'elles échappent à une concurrence pure de marché, et on propage des méthodes d'atelier qui sont elles aussi diffusées pour toutes les organisations intéressées. Très bien. Donc, vous pensez que l'innovation locale est la clé de la gestion des déchets, puisque c'est un problème local aussi. Est-ce à dire que les makers et les innovateurs locaux ont leur place dans la gestion de cette filière, ou c'est trop leur donner de valeur que de toujours les associer à tous les problèmes de la société? En fait, l'innovation n'est pas technique, l'innovation, c'est de changer la manière dont on fait les choses. Vous pouvez me dire, j'ai une solution qui va fabriquer, par exemple, de l'énergie à super bas coût, mais elle coûte 10 000 euros, ou elle coûte 1 million de francs CFA. Et là, vous pourrez dire, ah, regardez, j'ai investi 1 million de francs CFA, regardez, qu'est-ce que je suis écolo. Mais il n'y aura que vous, parce que vous êtes dans les plus riches. Donc, il n'y aura pas d'effet réel ni sur le monde, ni sur la société. Donc, la question, elle est comme en urbanisme. Elle est en fait que si on veut que les comportements changent, parce que les regards changent, ça se passe là où on vit. Donc, de toute façon, c'est obligé de s'adapter à la culture, aux traditions. Hier, on a montré, par exemple, que quand il y avait un chantier où on fait une super place de marché, si cette place, elle est au mauvais endroit par rapport à la tradition vaudou d'une ville, en fait, il fallait la faire 50 mètres à côté parce que personne n'ira jamais vendre quelque chose dessus. C'est très concret. Ça va être la même chose par rapport à l'acception d'une solution énergétique, etc. Donc, c'est un truc dont on parle ici, et bravo à Make Africa depuis le début, c'est ce qu'on appelle le bottom-up, c'est-à-dire la question de parler avec les gens, parce que sinon, on fabrique pas de désir. Et après, à un moment, ça casse, ou alors c'est fait seulement pour quelques-uns qui disent « pour nous, ça marche ». Mais ça change pas le bilan collectif. Donc, voilà, je veux juste te dire que ça, par exemple, la machine qu'il y a derrière ce mur blanc, il y a une machine qui a été assemblée au Bénin, qui est un démonstrateur de transformation de déchets plastiques en filaments pour imprimante 3D. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de boîte africaine qui fabrique du filament. Donc, si on veut fabriquer n'importe quoi avec ce type de machine, il y en a qui peuvent être alimentés avec des batteries électriques, eh ben, il faut arriver à faire du filament. Comment faire le mieux? Bah, pourquoi pas recycler des déchets? Cette machine, ses plans sont sur Internet et elle a été assemblée lors des rencontres de l'innovation sociale dans le cadre d'une question sur l'économie circulaire, parce qu'en fait, c'est une machine symbole. Et c'est une machine symbole. Pourquoi? Pour avoir le point de vue des gens sur d'autres solutions possibles. Alors, ce que je dis, ça paraît bateau, mais la machine, elle existe vraiment. Elle a vraiment été assemblée. Elle fonctionne vraiment. Ses plans sont sur Internet. Et c'est la même chose pour des solutions de micro-biométhaniseurs, etc. Donc, de toute façon, aujourd'hui, on arrive peut-être à la fin d'une période dans laquelle on fait croire aux gens que ce qu'on leur dit qu'est bien parce qu'on l'a décidé, c'est bien pour eux, alors qu'ils ont trop chaud, alors que l'énergie est trop chère, alors que le monde est pollué pour leurs enfants. Donc moi, j'espère que c'est le prélude, non pas à un monde d'affrontement autour de ressources rares,
mais un monde en fait de co-construction sur la base de notre héritage, puisque quand on applique, pour ce que j'en sais, la science sur des solutions qui ont pu être appliquées comme du biopesticide à base de margousier au Niger, qu'on a documenté avec l'association de Madame Rabah Moussa, etc., la science atteste, alors qu'elle n'existait pas auparavant, que l'appui sur la nature qui est autour de nous pour faire face au climat qui est autour de nous, d'accord, fonctionne dans beaucoup de cas et peut être, comment dirais-je, hybridé pour coller avec le monde dont on hérite. Et l'innovation, elle est là, d'accord, pour moi en grande partie. Merci. Vous insistez chaque fois sur les solutions basées sur nos héritages. Et je profite de ça pour demander à Madame Dassy, je partirai d'un exemple pour poser ma préoccupation. Aujourd'hui, lorsqu'on met interdit de jeter des déchets ici, au bout de quelques jours, ce lieu devient un tas d'ordures. Mais il suffit de mettre un petit, je dirais pas fétiche, mais une petite divinité, et plus personne n'ose aller déposer les déchets. Alors, est-ce que la question de gestion des déchets n'est pas d'abord une question, n'est pas aussi essentiellement une question culturelle avant d'être technologique? Absolument. Excusez-moi. Absolument, oui, c'est d'abord une question culturelle. Voilà pourquoi, depuis le début, je parle d'assumer notre héritage et de repenser notre vue, comment on appelle, de repenser le paradigme sur la notion de déchets. Votre exemple me fait bien sourire, me fait bien rire. Je pense pas qu'il faille arriver à un tel extrême pour, comment dirais-je, encourager les populations locales à mieux gérer les déchets. Mais réellement, je vais partir sur la base d'un exemple donné par M. Aubin tout à l'heure, quand il parlait de la bouteille. S'il montrait à son grand-père qu'avec cette bouteille qu'il vient de boire, on peut avoir toute une chaîne de transformation et avoir un matériau, finalement, qui a de la valeur, là, ça parle au grand-père. Je pense que c'est pareil. On peut appliquer la même chose en l'adaptant à nos réalités locales dans nos villes africaines. Par exemple, on peut prendre quoi? En Afrique, je vais parler du déchet liquide parce que j'ai vu des étudiants de l'INE dans la pièce, je sais pas. Mais en Afrique, nous avons les graines de moringa que nous utilisons beaucoup. Nous consommons le moringa en feuilles. Je crois qu'on l'appelle bâtiment à Cotonou ici. Mais après, il y a les graines qu'on n'utilise plus, mais qui peuvent servir de biocoagulant au lieu d'être un déchet qu'on jette finalement. Mais quand tu expliques la chose comme ça à ton parent, c'est quelque chose qui parle. Également, un peu avant le début de cette table ronde, j'échangeais avec M. Aubin qui me faisait savoir que, je pense en France, ils avaient commencé à utiliser les coquilles d'huîtres pour faire, comment dirais-je, des panneaux pour les cuisines. Si nous partons de certains déchets en Afrique pour améliorer, nous aussi, un peu comme eux en France, l'aspect de nos cuisines, puisque nous sommes dans une dynamique de modernisation, mais de modernisation en restant quand même attachés à nos racines, là, on pourra également quand même quelque part changer le regard sur le déchet sans arriver à, je sais pas, prendre un fétiche ou je ne sais quoi pour stimuler la chose au niveau local. Merci. Je profite de ça pour aborder le dernier point de notre entretien de ce matin. Il s'agit de décarboner la ville. Décarboner la ville, c'est le sujet le plus transversal des 4 que nous abordons ce matin, car il relie les 3 précédents. Décarboner, c'est repenser nos modes de construire, de consommer et de nous déplacer pour réduire l'empreinte écologique des villes tout en maintenant leur vitalité économique et sociale. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'empêcher la vitalité économique et sociale à travers des mesures environnementales, de sauvegarde environnementale drastiques, mais de voir en sorte les solutions qui nous permettront, tout en nous développant, de ne pas nous créer des problèmes dont la résolution seront difficiles. Alors, dans cette logique, Madame Dassy,
comment promouvoir une construction bas carbone à partir des matériaux locaux, la terre, le bambou, la pierre et autres. Bon, je pose cette question parce que c'est peut-être pas de la génération des gens qui sont dans cette salle, mais on a eu, à un moment dans ce pays, une autorité, ça c'est pas du racontage, c'est du réel, qui a importé le sable de mer de la plage de Cotonou pour aller construire à Sinandé. Sinandé, c'est au nord du Bénin, ça fait à peu près 600 km au moins. Pas des camions, on a transporté du sable pour construire une maison là-bas. Et quelques années plus tard, on interdit l'exploitation du sable marin sous prétexte que le sable marin est nuisible à la construction. Donc, c'était même pas une bonne chose qu'il a importé, mais on a gaspillé autant de ressources. Enfin, comme on le dit, on a fait tout ça pour ça. Donc, dans ces conditions où ces folies, on se les offre, quelles contraintes voyez-vous pour la promotion des constructions bas carbone? C'est-à-dire ce que nous, architectes, on appelle les constructions vernaculaires, les constructions adaptées à nos réalités endogènes. Faut-il continuer à... j'ai donné l'exemple de Grandvier aussi tout à l'heure. Hein. Grandvier, c'est à peine à une dizaine ou une quinzaine de kilomètres d'ici sur l'eau. Mais la question que je me pose, quelle est la pertinence de transporter le sable, le fer, non pas le sable, lui il est local au moins, le ciment sur l'eau, alors qu'on n'a pas on n'a pas de navires sophistiqués pour le faire, au lieu d'utiliser des matériaux locaux pour construire, est-ce qu'on a vraiment besoin de déplacer le ciment pour que ça nous revienne peut-être une fois et demie plus cher hein, que dans les autres localités, alors qu'on aurait pu avoir le même confort de construction avec des matériaux locaux. Voilà la préoccupation. Merci beaucoup. Déjà, pertinence zéro. Je vais être direct. Ça n'a aucune logique parce que déjà, vous prenez un matériau qui apparemment est polluant, vous vous déplacez avec un véhicule, vous avez mis du carburant dans ce véhicule sur une longue distance. Sinandé, c'est vraiment loin. Je pense que c'est après Parakou même. Donc, imaginez tout ce que vous êtes en train de dégager parce que les voitures, derrière, il y a des fumées qui émanent, des gaz d'échappement. Dedans, c'est du CO2. Après, nous allons parler de chaleur. À Abidjan, où je vis, on a constaté un phénomène, je pense au mois de juillet-août. Les pluies étaient vraiment... la pluviométrie était insensée, pour dire la chose comme ça. Il peut pleuvoir aujourd'hui, il ne pleut pas demain, ça fait dans 5 jours, et puis la pluie est vraiment intense, et puis après, il y a une forte chaleur, donc on ne maîtrise pas vraiment le climat aujourd'hui. Même les prévisions climatiques sont de plus en plus erronées. Donc, je pense que c'est la même chose à Cotonou, à Dakar, à Conakry, et dans plusieurs villes d'Afrique. Donc, je pense que déjà avec ça, il est temps de quand même comprendre que cette façon de faire là n'est pas bonne. Quand on parle de décarboner aujourd'hui, justement, c'est de réduire notre empreinte carbone. CO2, gaz méthane, CH4 et autres. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il est temps de, comment dirais-je, de changer de mentalité. Je pense que c'est vraiment un problème de mentalité, comme je dis. Il y a un terme ici au Bénin, c'est Akowé. On pense que j'ai réussi quand, voilà, j'ai fini, j'ai acheté une voiture, j'ai construit une jolie maison quelque part à Calavi, puisque Cotonou est saturé, ou dans mon village, je m'en vais, je construis une belle maison au ciment, et puis après, bon, finalement, il n'y a plus personne pour habiter. Je vais vous raconter une histoire. J'ai un parent qui, il y a pratiquement 5 ans, voilà, a cotisé une somme forte d'argent après plusieurs années de travail à la fonction publique. Donc, voilà, comme d'habitude, en bonne béninoise, pour montrer que, voilà, j'ai réussi. Elle dit, je vais construire une maison quelque part en dur. Donc, elle a construit, et puis, catastrophe en plus, on a mis des vitres, comment vous appelez? Les bleus, la fumée, un peu partout.
mais à un moment donné, il faisait extrêmement chaud dans la maison. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, cette maison est abandonnée. Il n'y a personne dedans, ni en location, ni même le propriétaire. On est allé ailleurs. Donc, déjà, il faut enlever de votre tête que réussir, c'est comment dirais-je, avoir une maison en dur. Les matériaux locaux, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ont déjà été dans des maisons en terre cuite. C'est très bien. L'air frais circule. En tout cas, aller à Bomé dans le musée ou dans les maisons, mais tu sens pas la chaleur comme dans les grandes villes. Donc déjà, vous pouvez parler autour de vous aux gens de ce que le matériau local peut apporter. Et je pense aussi que les architectes ont une grande part à jouer dans ce changement de regard-là. Le problème aussi que les gens ont, c'est qu'ils se disent qu'avec les matériaux locaux, nous sommes limités. Alors qu'avec quelque chose comme le ciment, le sable, tout ce que nous connaissons de manière classique, il y a beaucoup de choses à faire. Mais si on met davantage en exergue, en avant le fait qu'avec le matériau local, avec la terre cuite, avec les pailles, tout ce qu'on connaît là, on peut, comment dire, faire de belles choses, ça va changer le regard. Vous parlez de Ganvier et j'aimerais finir sur ça. À Ganvier, il serait franchement insensé, je ne sais pas, de transporter du ciment pour aller construire je ne sais quoi sur l'eau. C'est plutôt de rénover, de repenser la construction au niveau de Ganvier. On l'appelle la Venise de l'Afrique. Je pense que c'est d'améliorer ce qui existe déjà au niveau de Ganvier, de voir dans quelle mesure on améliore pour déjà même la protection des populations, parce qu'il me semble que ces constructions sont là depuis le temps colonial, également pour l'esthétique. Si on a un musée, je ne sais pas, à Ganvier, à partir du bois, à partir de tout ce qu'on connaît comme matériaux local au Bénin, et je parle de Ganvier, je parle également d'autres villes africaines, Lomé, Brazzaville, Kinshasa et autres, Abidjan, on pourrait quelque part gagner le combat contre les matériaux qui ont tendance à contribuer à la production de gaz à effet de serre. Très bien. Merci. Monsieur Aubin, dans ces conditions, quelle place pour les technologies numériques et la donnée urbaine dans la planification d'une ville décarbonisée? En fait, aujourd'hui, de toute façon, que ça soit du côté des industriels, comme du côté des associations militantes, comme du côté des collectifs, il y a un usage intégré du numérique partout et peut-être même plus ici que chez moi. Enfin, ici, j'ai vu des projets, par exemple, sur des sujets comme les langues locales qui allaient jusqu'à la compatibilité avec Google Translate sur 60 langues parlées au Bénin. Donc, je pense qu'ici, il y a une appropriation du numérique sur tous les sujets. Mais c'est là où les Fab Labs sont intéressants, c'est que ce qui garantit, je suis désolé d'insister dessus, c'est que ce numérique, il devient quelque part d'intérêt général à partir du moment où son usage n'est pas réservé à une partie des personnes. Sinon, le processus, il est relativement classique. Ce qui va changer, en fait, c'est le rapport de confiance et c'est les jeux d'acteurs. On a vu hier des exemples avec le projet Gamma présenté par Francis Bocossa, sur lesquels, en fait, on avait la prise d'information. Vous la connaissez bien en tant qu'architecte urbaniste. On va commencer par faire le filaire des voies, on va faire les emprises de bâtiments, on va recoller les données. Mais la question, c'est qui les voit et qu'est-ce qu'on fait autour pour coproduire ou fabriquer des solutions. C'est-à-dire qu'à un moment, et ça ne doit pas être moi qui dis que là, c'est vraiment problématique pour l'asthme pour les enfants, ou là, c'est problématique parce qu'il y a un pendulaire domicile-travail qui est énorme tous les jours, parce qu'on est une ville qui centralise de l'activité, et que les villes, c'est bien. Les villes, c'est bien parce qu'on y gagne sa vie. Les villes, c'est bien parce qu'il y a de la richesse. Mais attention, moi, je vous donne rendez-vous dans 15 ans. Et vous verrez si les villes, c'est si bien. On dit 60% des personnes, là, 66% qui vont vivre dans les villes. Il y en a qui disent mondialement, depuis un moment, 75 à 80% à échéance 2035 environ, je crois. Mais attendez, attention, hein. C'est pas inscrit dans le marbre. C'est pas obligatoire. Donc il y a un problème. Par exemple, je sais pas si vous connaissez la ville du quart d'heure. C'est qu'aujourd'hui, ce numérique, il montre que non, les villes, elles ont peut-être... C'est aussi la concentration des inégalités, c'est la concentration de la pollution, c'est la concentration de tout un tas de choses qui sont aussi l'héritage de la ville d'avant et du système d'avant. Donc moi, je vous prédis qu'il va y avoir des maillages sur des réseaux intermédiaires qui vont plus être des réseaux uniquement de villes, comme aujourd'hui on dit,
et que la place des villes dans ce maillage, avec la nouvelle place qu'il faudra, notamment sur l'alimentation, qu'on ne pourra pas transporter de l'autre bout du monde pour la consommer chaque jour, et ben par exemple, c'est des choses qui doivent se combiner avec les programmes de ville. Donc pour vous répondre, prise d'information citoyenne en open data partagée avec de la médiation et la possibilité pour les gens d'annoter les choses sans avoir à être ingénieur par la collectage géolocalisé. Par exemple, je vous invite à aller voir le projet de la Fondation mondiale pour un urbanisme ouvert, dont le slogan est 7 milliards d'urbanistes, situé à Genève, qui est toute jeune, qui a 3 ans, et qui met en place des plateformes d'expression citoyenne sur le data urbain. Donc, première phase, prise d'information, vulgariser. Deuxième phase, qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à des problèmes qui sont ressentis? On n'obtient pas du consensus sur des gens qui ont des langages différents, les mettant d'accord sur 75% des choses. On obtient des consensus sur 5% des trucs que tout le monde vit. Très bien. Voilà. Et attendez. Troisième phase. Une fois que les gens sont d'accord pour parler autour de la table, on projette. C'est-à-dire que là, on dit qu'on peut commencer par quoi? Et là, on essaye une construction pour protéger la cour d'école en la revégétalisant. Et ça va inspirer les autres écoles de la ville si les parents sont contents. On va, etc. Et ça, c'est une démarche dans laquelle on croise l'urbanisme participatif qui doit être public pour pas qu'on en cache les résultats, d'accord, avec de l'expérimentation terrain que les Fab Labs peuvent outiller. Donc, laissez-moi terminer parce que j'ai vu trop de projets dans lesquels les collectivités disent « Regardez, on a interrogé la population et derrière, on fait la même chose. » Donc, voilà, à mon avis, des choses qui sont probablement déjà faites par des initiatives comme celle que j'ai vue sur Cotonou dans la cartographie de pollution, combinables avec ce pourquoi vous plaidez, madame, et en accord avec un certain nombre des absurdités où je retiendrai une chose que vous avez dit, monsieur, et qui est vraiment fondamentale. Tout ça pour ça. Parce que l'activité économique, vous savez, c'est quoi la meilleure? Je casse et je reconstruis. Mais ce qu'il y a de mieux pour les gens, des fois, c'est de ne pas casser et de modifier. Donc, la question, c'est à quoi on mesure le bilan de la réussite et pour qui? Merci. Très bien, comme philosophie. Et ça n'étonne même pas que votre conclusion soit cela. Mais je vous permettrai de conclure l'interview en répondant à la question très rapidement, à la question suivante. Pour vous, que signifie une ville bas carbone mais culturellement vivante? Pour moi, une ville bas carbone plus tolérante et vivante, c'est une ville dans laquelle on a une plus grande frugalité dans l'usage de l'énergie, dans laquelle on l'accepte, c'est-à-dire que par exemple, on arrive à être heureux dans un mode de consommation dans lequel on va acheter moins de neuf et dans lequel on va avoir plus d'activité économique dans cette économie de réparation, dans laquelle on va avoir une place de la nature qui va être beaucoup plus importante avec des matériaux locaux, biosourcés, qui vont permettre aussi de se réconcilier avec son héritage culturel et de le remettre en noblesse, et dans lequel on va prendre les savoirs scientifiques qui sont ouverts, non pas pour en réserver l'application sur la ville elle-même à une élite qui va en tirer profit, mais pour se dire, tiens, avec là tous les composants des trucs qu'on avait jetés, on peut fabriquer quelque chose qu'on va câbler pour faire fonctionner notre pluie avec une pompe alimentée, avec le truc et si ça marche, on va le faire dans les autres quartiers parce qu'on se parle. Ça, c'est déjà pour moi quelque chose qui est possible à incarner et que les Fab Labs peuvent outiller, bien évidemment. Merci beaucoup. Ingénieur Daci, pour terminer, je vais vous soumettre au même exercice en vous demandant si ce n'est pas une contrainte importée ou comment on appelle, la ville bas carbone en Afrique, est-ce que ce n'est pas un concept importé ou pour vous c'est une opportunité d'inventer un modèle urbain proprement adapté aux réalités africaines? Merci, M. Baguidi. Je dirais que non, ce n'est pas un modèle importé. C'est quelque chose qui est tout à fait possible en Afrique. C'est possible de faire une ville, de repenser une ville africaine où on respire mieux. C'est possible de créer, de bâtir une ville africaine où nous sommes reconnectés à nos sources, en promouvant davantage les matériaux locaux, en revenant à nos constructions ancestrales avec une touche de modernité, en incluant davantage la dimension numérique, également la dimension déchets. En parlant de déchets, puisqu'on parle de circularité, j'aimerais finir en reparlant du déchet liquide, auquel on ne pense souvent pas quand on dit déchets. On pense plastique, on pense électronique, mais on ne pense pas déchets liquides.
Et c'est pour lancer un appel à tous, notamment aux acteurs du domaine des eaux usées. C'est pour vous dire que vous avez également votre part à jouer dans la construction de cette ville africaine de demain en essayant de faire ce qu'on appelle du zéro liquid discharge, ZLD. C'est-à-dire en essayant de faire en sorte que l'eau soit moins jetée, mais devienne une ressource, même en fin de vie, et pour améliorer notre ville africaine de demain. Donc, je vais finir en disant à tous que vous avez votre part à jouer dans la construction de la ville africaine de demain. Merci beaucoup. Ainsi, pour faire la première partie de ce panel, nous allons nous tourner vers le public pour des échanges interactifs. Qui nous organise ça? Oui, madame la... Il paraît qu'il faut tout féminiser maintenant. Madame la maîtresse de cérémonie. Merci beaucoup. Nous allons commencer par la première rangée. Je ne sais pas si on va d'abord recenser les questions et atouts de Roland. Oui, on recense toutes les questions. Alors, ok, donc merci beaucoup pour la présentation aux intervenants d'aujourd'hui, Aubin et Dassi, et merci également au professeur Baguidi pour les sujets et les questions qui sont très bien, je trouve, élaborées. Moi, j'ai plus des interventions, des apports que des questions, notamment par exemple sur la question de Ganvier et de comment la modernité touche la manière de construire à Ganvier. Par exemple, aujourd'hui, quand vous allez à Ganvier, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils font des îlots artificiels sur lesquels ils construisent en briques. Alors qu'eux avaient la technologie de construire sur pilotis. C'est d'ailleurs pourquoi on avait le nom Ganvier, la Venise d'Afrique. Alors, ils construisent ces îlots-là de manière très, très intéressante avec des pneus qui recouvrent de terre, etc. Mais est-ce que quelque part, c'est pas une vision péjorative de leur construction qui les a amenés à se tourner vers la brique, vers la tôle, etc. Ensuite, voilà. Alors, il y a une intervention de ma collègue Dassi tout à l'heure qui a un peu attiré mon attention suite à la question du professeur Baguidi quand il disait vous mettez une petite divinité, moi je vous mets au défi d'aller jeter des déchets là où il y a la divinité. Et vous avez pris son contre-pied quand vous avez dit il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à ces extrêmes-là. Alors qu'à la fin de sa présentation, bon, pas à la toute fin de sa présentation, vers la fin de son intervention, M. Aubin disait réconcilier son héritage culturel et le remettre en noblesse. Donc, moi, j'aimerais dire que ce n'est pas un extrême que d'aller vers les solutions culturelles pour un problème d'actualité. Si aujourd'hui, quelqu'un, je le dis clairement, quelqu'un qui est versé dans la religion, un animiste, choisit pour pouvoir éviter l'amoncellement des déchets dans son espace, de mettre une divinité bienfaitrice, et d'empêcher les gens de jeter des ordures là, ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Qu'il s'oriente plus vers ce serait sa manière à lui de contribuer à une gestion beaucoup plus responsable des déchets. D'accord? Et aussi, toujours dans le même mode d'idée, quand on parle de solutions culturelles à un problème d'actualité, c'est aussi la voix des sages. C'est aussi la voix des sages. Si l'éducation passait plutôt par les sages, les notables des villages, ben ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois. Ce n'est pas juste l'école qui éduque. C'est aussi les grandes personnes, les personnes âgées. Il faut monter sur les épaules des anciens pour pouvoir voir plus loin. Mais déjà, il faut aller vers les anciens. Donc, c'est aussi la voix des sages qui... Ok, c'est aussi la voix des sages qui contribue à éduquer et à apprendre, à éduquer sur la question de la gestion des déchets. Alors, je vais terminer mon intervention par rapport à la question du plastique, du déchet plastique. On a beaucoup parlé de comment le revaloriser, comment le réutiliser, comment le remettre dans de nouveaux cycles, dans un nouveau cycle, comment le recycler. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas dédouaner l'usage du plastique à la base? Parce que n'oublions pas que la production du plastique, c'est essentiellement pétro-sourcé, le plastique. Donc, est-ce que quelque part, ne pas dire que le plastique, déjà, dans son utilisation, dans son usage, dans son emploi, est une mauvaise chose?
Certes, on ne peut pas totalement s'en détacher, parce qu'il ne faut pas oublier pourquoi on a opté vers le plastique, on s'est tourné vers le plastique, c'est parce que c'est résistant, c'est pas cher. Mais est-ce que quelque part, il ne serait pas très intéressant que de ne pas le diaboliser, mais de quand même rappeler que le plastique dans l'usage, c'est mauvais? Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une question dans cette rangée. Non. Je vais me tourner vers la dame. Bonjour à tous, bonjour chers panélistes. J'ai une seule question adressée à tous les panélistes. Est-ce que vous pensez que pour arriver à la construction des villes écologiques, il n'y a pas question de grande volonté politique? Parce que je me dis que c'est de là que tout part en fait. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour chers panélistes. Moi, j'ai une question par rapport à la valorisation des déchets. Vous avez parlé de recyclage illustré avec votre exemple de bidon. Il y a des structures, il y a une structure particulièrement, SAT, Service de Recycling, en collaboration avec la Société de gestion de déchets solides pour un meilleur recyclage. Mais malheureusement, on n'a pas d'usine de transformation pour la valorisation de ces déchets au Bénin. Donc, ma question, c'est que, est-ce qu'on ne va pas d'abord commencer par là? C'est que c'est vrai, il y a des gens qui sont déterminés à recycler, mais on n'a pas de réelle usine pour valoriser ces déchets. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Merci. Une troisième intervenante. Bonjour, je voudrais déjà remercier les intervenants, enfin le panel, parce que la discussion était extrêmement intéressante. Et moi, j'ai une réflexion et une question à la fois. C'est que par rapport aux constructions en matériaux locaux, je trouve que je suis partisane de cette pensée-là, mais je réfléchis et je me demande si, est-ce qu'il y a eu une étude par rapport au coût de l'utilisation des matériaux? Est-ce que ça revient moins cher qu'utiliser le béton? Parce que si ça ne revient pas moins cher, ce serait un peu classiste que de vouloir que la population puisse aller vers le matériau local s'il n'est pas moins cher. Je vous remercie. On va prendre encore 2 personnes dans cette rangée. Bonjour et merci pour les interventions de ce matin. Moi, ma question elle est beaucoup plus personnelle parce que j'ai un projet de packaging made in Benin et dans mon cas, c'est pouvoir apporter une unité de production de packaging au Bénin. Qu'est-ce que vous me proposerez en matière de gestion de déchets parce que j'en aurai à faire, j'en aurai à produire et comment je pourrais prendre soin de la nature et de l'environnement afin de ne pas vraiment créer des problèmes après. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie-Josée Natabou Aouni. Alors, je n'ai pas une question, c'est peut-être un apport. Depuis quelques années, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes qui circulent dans les environs de Cotonou et qui fouillent les poubelles à la recherche de plastique ou de matériaux en fer, en métal, pour pouvoir les revendre. Et moi, j'ai eu le privilège de faire quelques mois en France et je suis rentrée avec une manière de faire que peut-être je peux déjà commencer à recommander. Depuis que je suis rentrée, désormais, en matière de poubelle, j'ai un sac poubelle pour tout ce qui est plastique et métal. Je sais que c'est recyclable. Et j'ai un autre sac poubelle pour tout le reste, les déchets les restes ménagers, tout ce qui est, qui peut servir de compost et autres. Parce que franchement, quand moi je sors et que je remarque que les gens là viennent,
qu'ils détruisent les sachets poubelles, qu'ils fouillent et qu'ils mettent vraiment le bordel et que les mouches et tout ça reviennent au niveau des poubelles. Moi, ça me dérange énormément. Mais comme je sais ce qu'ils viennent chercher, je mets à part. Là, ils sont plus obligés de venir en fait déchirer les sachets, commencer à trier et à les laisser en fait pêle-mêle. Donc, je pense que on pourrait déjà dans l'utilisation quotidienne ranger tout ce qui est plastique, peut-être papier, tout ce qui est métal que les gens pourraient utiliser. On les met quelque part dans un autre sachet et le reste à part. Ça éviterait quand même qu'on assiste à ce qu'on voit au quotidien et qui franchement est désagréable. Merci. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers la dernière rangée. Oui, bonjour. En fait, moi, je voulais faire juste une petite contribution sur la gestion, exemple, des déchets. Quand on parle, exemple, des déchets des D3E, comme l'a dit madame, donc sur les déchets électroniques et informatiques. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont, en tout cas, chez nous, au Sénégal, nous avons travaillé sur un projet avec le ministère de la formation professionnelle sur le référentiel des formations sur des agences de recyclage. Donc là, l'idée, c'était quoi? C'est déjà de former des jeunes pour le recyclage des D3E, surtout ce qui touche l'informatique et l'électronique. Donc, tu as vu, là, comme l'a dit la dame, donc quand vous parcourez les poubelles, même en France, ça existe. Hein. En France, vous le verrez, des gens qui se lèvent tôt le matin, qui sont dans les poubelles, pour essayer au moins de chercher des choses qu'ils vont revendre. On le voit partout en France, en Espagne, des trucs comme ça. Donc là, cela veut dire quoi? Que, comme l'avait dit un de nos anciens maires, que l'ordure, ce n'est pas de l'ordure, mais c'est de l'ordure. Cela veut dire que c'est de l'argent. Parce que tout ce qu'on trouve sur les déchets électroniques, c'est des choses qu'on peut revendre. Métal, cuivre, fil et pratiquement les composants électroniques. Donc ça, je pense qu'il faudrait juste avoir une façon de gestion. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne doit pas poser de problème. Parce que c'est de l'argent. Hein? C'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Moi, je me rappelle, à un moment donné, il y avait vraiment un conflit entre l'État du Sénégal et la mairie. Pourquoi? Parce que chacun se tirait pour essayer de pouvoir se placer sur la gestion de ces déchets. Donc là, je pense qu'il faudrait juste mettre une politique pour pouvoir le faire. Parce que tout est transformable. Hein. Bon, je ne sais pas, les déchets liquides, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, les D3E, en tout cas, c'est de l'argent. Parce que nous, on a eu à travailler sur ce projet. Donc maintenant, sur l'autre aspect, comme exemple avec les appareils téléphoniques, donc avec Orange France, l'avait commencé à initier. Cela veut dire quoi? Donc, il insistait à ce que les clients puissent réutiliser les téléphones. Cela veut dire quoi? Les téléphones qui tombent en panne, ils peuvent les réparer. En même temps, exemple, si vous avez exemple un téléphone qui tombe en panne, on les récupère pour les réparer. Entre-temps, ils vont vous prêter un autre téléphone pour que vous puissiez patienter pendant qu'on puisse réparer, que l'appareil soit réparé. Par contre, ici, malheureusement, on n'a pas cette politique. Qu'est-ce qu'on a? C'est juste dans les boutiques Orange, c'est des téléphones qui sont exposés. Donc, si l'appareil est en panne, vous faites quoi? Vous jetez à la poubelle ou bien vous démarrez. Donc, je pense que là, il faudrait que peut-être c'est l'État qui doit prendre des décisions. Sinon, la population, qu'est-ce qu'il peut faire? Pas grand-chose à ce niveau-là. Maintenant, dernière contribution et après peut-être une question sur ça. Quand vous parlez, exemple, des maisons à terre crue, ok, c'est une bonne option. Je pense que tout le monde voudrait être dans un endroit aéré. Effectivement, mais l'aspect design et l'aspect esthétique est super important. Ça, vous le savez très bien. Je suis là, je suis sénégalais, je dois rentrer peut-être la semaine prochaine. J'ai envie peut-être de rentrer au Sénégal avec une femme béninoise. Ok, maintenant, est-ce que cette personne-là accepterait d'aller dans une maison en terre cuite? Elle me dira non. Donc même moi, si j'ai envie d'être dans une maison aérée, je me dirais que non. Je veux bien, mais cela ne veut pas aller. Donc là, je pense qu'il y aurait beaucoup de travail à faire, surtout au niveau de nos architectes. Parce qu'il faut au moins qu'on puisse avoir des plans B. Des solutions alternatives, je veux dire. Donc, vous avez une proposition, mais essayez au moins que cette proposition au moins soit un peu adéquate à ça. Mais si on a un immeuble déjà constitué avec du béton, après on a un autre construit en terre cuite qui nous rappelle pratiquement nos anciens, je pense que là aussi ça ne passe pas. Il faudrait que donc dans ce cas-là, les architectes puissent vraiment innover et vraiment travailler sur l'aspect
esthétique et design. Ça, c'est super important. Pour au moins qu'on puisse concurrencer un peu. Parce que ça, je donne juste un exemple. Comme exemple, au Sénégal, on l'a vécu. Avec exemple de l'oignon. Au moment, exemple, de, quand il commence déjà sur la culture des oignons, quand on commence déjà à moissonner, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de bloquer l'oignon importé pour pouvoir au moins vendre. Pourquoi? Parce que cela veut dire que ce n'est pas l'option idéale. Donc, il faudrait que les gens aussi puissent innover et, je ne sais pas, mieux inspirer en tout cas pour pouvoir donner l'aspect et peut-être donner plus de design et plus de qualité de ce qu'il fait. Moi, en tout cas, c'est là où je voulais contribuer. Merci. Bonsoir à tous. J'aimerais demander la solution à laquelle fait recours pour la réduction des eaux usées et la solution pour le recyclage des déchets pour pouvoir éviter l'observation des décharges observées dans nos villes. Merci. Bonjour tout le monde. Avant de poser ma question, j'aimerais d'abord présenter un fait. Il y a un quartier à Cotonou qu'on appelle Plakodji, d'accord, que tout le monde connaît. Récemment, l'État a fait des travaux d'assainissement et ils ont installé des cabines de toilettes publiques. C'est une zone qui était à la base très insalubre, mais ils ont aménagé et ils ont installé des toilettes publiques. J'ai assisté à une scène qui m'a beaucoup marqué. Un jour, alors que je faisais du vélo, je suis allé dans la zone et je voulais prendre des photos. Donc, j'ai demandé à un des riverains de m'aider à prendre la photo. Quand il a pris la photo, je lui ai demandé, mais tu vas où? Il m'a dit qu'il allait faire ses besoins, c'est-à-dire qu'il allait aux toilettes. Donc, je lui ai dit, ok, vu que tu m'as aidé à faire une photo, en contrepartie, je te remets de quoi aller dans la cabine publique, parce que c'est payant, pour aller faire tes besoins. Et sa réponse m'a vraiment dérouté. Il m'a expliqué qu'il préfère aller en bordure de la lagune et aller faire ses besoins que d'aller dans les cabines publiques. Pour le simple fait que quand il fait ses besoins dans l'eau, le rejet, c'est-à-dire le fait que ses excréments tombent dans l'eau, le fait que l'eau vient frotter, je ne veux pas être un peu... vient frotter ses parties intimes, ça lui donne une sensation qu'il connaît depuis qu'il était petit. Donc aujourd'hui, quand il va dans une cabine publique pour aller faire ses besoins, et il ne ressent pas cette même sensation-là. Donc, je me pose aujourd'hui une vraie question. Est-ce que c'est le manque d'action des gouvernements ou parfois des actions privées, ou c'est peut-être aussi un problème social fondamental dans la conscience collective des citoyens? Est-ce que ce n'est pas que parfois, même quand on met en œuvre des politiques et des actions, et qu'on associe même ces citoyens-là, est-ce qu'il n'y a pas un problème fondamental qu'il faut d'abord briser et régler avant d'aller vers ces solutions? C'est ma question. Voilà pour le tour des questions. Nous allons... S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui insiste depuis dans l'autre rangée. C'est sûr que c'est quelque chose de très intéressant. Oui, je vous remercie. Moi, ma question, c'est de savoir le rôle des communautés locales dans la gestion des déchets. Quel est le rôle des communautés locales dans la gestion des déchets et dans le développement durable? C'est ma question. Merci. Voilà, chers panélistes, nous avons... Ah, je vois qu'il y a encore une dernière question. Ce que moi j'aimerais demander, c'est si aujourd'hui, si disons demain, toute l'Afrique était prête à adopter, à retourner à ses valeurs ancestrales, à retourner à l'utilisation des matériaux disponibles sur le terrain, est-ce que l'Afrique dispose des données pour pouvoir faire ce changement? Est-ce que nous avons suffisamment d'informations sur nos matériaux, sur nos pratiques? Est-ce que nous sommes prêts, en dehors du côté mental, de l'aspect mentalité et éducation, est-ce que nous sommes prêts à faire ce pas? C'est ce que j'aimerais savoir. Merci bien. C'est bon?
Le sujet est très passionnant. Encore deux personnes qui se posaient des questions. Oui, merci à nos différents intervenants. Bon, par rapport aux constructions endogènes, moi j'aimerais dire que, puisque je fais partie de ce secteur et j'exerce dedans, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain par rapport aux constructions endogènes. Si nous parlons des briques, par exemple, en ciment et autres, même un simple maçon, aujourd'hui, peut te faire un débit et te donner beaucoup de détails. Ce qui rend compliqué ces constructions, c'est qu'il y a peu d'acteurs sur le terrain. Parfois, les gens ont envie, mais ceux qui exercent ce métier essaient de montrer que comment on appelle, ces matériaux coûtent en réalité cher. Parce que très peu arrivent à avoir des informations sur, par exemple, les briques en terre comprimées. Même avoir déjà l'argile pour le faire, déjà, c'est déjà beaucoup. Ou bien, même les machines pour fabriquer ces briques, même l'accessibilité est un peu compliquée. Mais lorsque on explique par exemple à quelqu'un pour dire que les briques en terre comprimées sont beaucoup plus économiques du point de vue construction par rapport aux briques en ciment, il y a beaucoup qui ne croient pas. Parce que dès le début déjà, dès qu'on lance déjà les processus, parfois l'autre il a déjà peur parce qu'il se dit que, mais comment tu peux me dire que je vais faire telle brique à 200 ou bien à tel point, mais il oublie que cette construction, par exemple, n'a pas besoin, par exemple, il y a d'autres qui n'ont pas besoin d'un crépissage, il y a d'autres qui n'ont pas besoin de main-d'œuvre supplémentaire par rapport aux briques en ciment. Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est que même dans nos universités, il y a peu de vulgarisation par rapport à ces matériaux. Beaucoup ne maîtrisent pas cette construction. Mais du point de vue, le coût, c'est que ces constructions sont beaucoup plus moins chères. Ça, c'est prouvé. Mais l'accessibilité à ces matériaux et le manque d'acteurs sur le terrain qui font ces constructions, puisque beaucoup ne font pas ces constructions, même les spécialistes de ces constructions chôment pour la plupart, et ils sont obligés de se reconvertir encore sur d'autres constructions en briques. Donc, si nos acteurs universitaires, notre professeur Baguidi, ils peuvent intégrer par exemple ces genres de constructions même dans les programmes et même dans les lycées déjà, parce que dans les lycées, on voit que même juste à ce jour, c'est les constructions en briques là qui sont toujours même dans les pratiques. Donc, si on peut former beaucoup d'acteurs dans ce côté, ça peut déjà amoindrir le coût et beaucoup peuvent accéder. Mais avec le manque d'acteurs, on peut bien vouloir, mais ça ne peut pas donner sur le terrain. Parce que c'est supposé moins cher, mais sans vous mentir, il faut avoir les pieds sur terre avant de le faire. Merci bien. Voilà qui me fait aux questions. Nous allons vous laisser quelques minutes de concertation, chers spécialistes, pour pouvoir répondre aux questions. Ou alors on répond brièvement question par question, on les prend une par une. On répond Ok, merci beaucoup. Moi, je remercie chacun et tous pour l'intérêt à la problématique. Ça repose la question de l'utilité même des makers, de la communauté de fabrique. C'est ce que ça nous rappelle qu'il faille que nous mettions ensemble, puiser dans nos héritages, comme le dit mon voisin de gauche, et adapter les solutions à nos réalités endogènes. Donc, la plupart des préoccupations tournent autour de ça. Nous allons faire un tour de table pour que chacun puisse répondre aux questions concernant, et après on fera la synthèse. Donc, ingénieur Dassi.
Merci beaucoup. Je vais répondre pêle-mêle aux questions. Je vais commencer par le dernier point concernant les briques. L'intervenant qui avait parlé des briques en terre comprimée par rapport aux briques en ciment. Déjà, je vous remercie pour votre rapport et c'est un point très pertinent. Je pense que, comme je dis, il faut commencer par déconstruire. Si on est arrivé aujourd'hui à avoir des briques en ciment qui semblent moins chères que les briques en terre cuite et qui sont préférées sur le terrain, c'est parce qu'il y a aussi eu, avec le temps, une construction au niveau des mentalités, comme quoi, oui, le ciment, c'est plus simple. Et puis, comme les maçons, ils ont tellement travaillé avec le ciment, donc là, pour eux, c'est plus facile de faire un devis. Donc là, je vais profiter pour associer à une question qui parlait de volonté politique. J'avais cru entendre ça au départ. Et je dirais à cette personne que oui, il faut quand même quelque part que l'État contribue à changer la mentalité sur les matériaux locaux. Je pense que si déjà, vous avez parlé de lycée, mais moi je dirais qu'il faut commencer plus bas parce que les scientifiques ont prouvé que pour permettre à un enfant d'apprendre quelque chose, ce sont dès les premières années de sa vie, les 7 premières années de sa vie, pour être plus exact. Donc, depuis le primaire, si on commençait petit à petit à introduire dans les programmes la notion de construction écologique, de retour à la source, ça va contribuer à changer quelque chose. En même temps, il y a quelqu'un qui a parlé d'information sur, comment ça s'appelle, sur les briques en terre cuite, sur les matériaux locaux. Oui, c'est quelque chose qui est documenté. Il y a pas mal d'articles scientifiques sur le sujet, mais c'est pas assez vulgarisé. Et quelqu'un avait dit, je pense dans le public tout à l'heure, que au niveau des universités, c'est pas des choses dont on parle souvent. Donc c'est d'intégrer davantage ces notions-là dans les programmes et aussi au niveau d'organiser, j'avais pensé d'organiser quelque chose comme le CENUM. S'il y avait au niveau de la construction écologique des semaines pour parler de circularité, des semaines pour parler d'environnement, de construction écologique, ça va aider. Ça va aider. Et quelqu'un a parlé de voix des sages. Il faut se rapprocher également des villages, des communautés rurales pour intégrer justement ces acteurs-là au débat. Ça va beaucoup aider. Et je rebondis sur cette histoire de volonté politique pour donner un exemple avec la ville d'Abidjan. À Abidjan, c'est une ville organisée en communes. Il y a Abobo, Yopougon et autres. À Abidjan, il y a une commune qu'on appelle le Plateau, qui est le centre des affaires économiques. C'est un peu comme, je sais pas, Ganri, où il y a plein de bâtiments, d'entreprises et autres. C'est vraiment des tours construites en dur. Il y a même des étages de 12, de 13. Et il y a une tour qu'on veut construire qui va aller jusqu'à 20. C'est 100% du dur, c'est vitré et autres. Mais la mairie du Plateau, parce que à Abidjan, les mairies, c'est par commune, est en train a un projet de Smart City, d'éco-cité de la ville du Plateau, de la commune du Plateau. Donc, je pense que avec ça, quand l'État s'en mêle, ça facilite les choses. Donc, au niveau de Cotonou, si on peut imaginer que Cotonou devienne une Smart City, devienne une éco-cité également, ça peut contribuer quelque part à changer le regard. Et puis également dans les villes, pourquoi pas un peu plus de panneaux publicitaires pour inciter davantage à parler d'économie circulaire, de recyclage, de valorisation des déchets et autres. Et vous, makers, pourquoi est-ce que on ne vous intègre pas davantage au débat pour avoir des poubelles, je sais pas, éco-pensées, de recyclage, de tri? Quelqu'un avait parlé justement d'une expérience en France où elle avait vu un tri des déchets à la source. Oui, c'est quelque chose qui pourrait aider, mais peut-être qu'il faudrait des mesures incitatives financières peut-être dans le débat, inciter les populations, je sais pas, tu tries, tu as un bonus, tu as quelque chose comme ça pour les encourager davantage à trier les déchets. Parce qu'il y a ce problème-là aussi. Bon, les gens vont dire, bon, nous on a faim, vous nous dites de venir trier des déchets, c'est par rapport à quoi juste? Donc, si on les encourage peut-être avec des mesures incitatives financières, ça peut aider davantage dans ce domaine. Également, on avait parlé de fétiches, des douanes de fétiches au tout début. Bon, en fait, dans l'intervention de M. Gbagidi, j'avais vu l'aspect péjoratif de la chose.
utiliser le fétiche pour en quelque sorte faire peur aux populations. Je ne suis pas, à 100% contre le fait d'avoir recours à ces solutions, mais puisque vous parlez de changer le regard sur la culture et de réconcilier, si on en vient à utiliser le fétiche pour dire « Ah, attention, ne jette pas des ordures ici », mais finalement, ces fétiches-là, c'est vu comme quelque chose de négatif. C'est ce que je me dis. Et je pense pas que c'est vers ça que l'État béninois, en tout cas, veut tendre. Je pense pas, parce que de plus en plus, j'entends parler de Vaudou Days, de promotion de la culture, de ce genre de choses. Mais si on en vient à utiliser le fétiche comme quelque chose pour faire peur aux gens, mais là, il y a un problème. Je pense pas que ils auront envie de, comment dirais-je, participer au débat. Par contre, vous avez souligné quelque chose d'intéressant qui était d'impliquer l'animisme finalement dans le débat. Donc, c'est quelque chose de pertinent qui pourrait être utilisé dans des communautés où l'animisme est encore fortement ancré. Donc, c'est ce que je peux dire. Maintenant, vous aviez parlé de dédouaner les populations en encourageant le recyclage du plastique. Je dirais que non, je dirais qu'il faut en toute chose un mix. Il faut en toute chose utiliser autant la promotion du recyclage et la réduction à la source de la production. On est dépendant du plastique. Ça va être difficile aujourd'hui d'arriver à un zéro plastique pétro-sourcé d'origine pétrolière. Et pour moi qui travaille dans une entreprise qui valorise des déchets essentiellement pétroliers, je peux vous dire qu'on reçoit une quantité énorme de déchets plastiques. On valorise par des voies thermiques, on parle de pyrolyse, d'incinération, mais il demeure que certains déchets sont encore difficiles à valoriser, comme notamment les bouteilles de FIFA là, et les PET. Ça, c'est jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Ce qu'on fait, on broie et puis on exporte vers l'Europe en se disant que voilà, ils vont trouver des solutions. Bon, après, pour le reste des questions, je pense que je vais laisser mon co-intervenant poursuivre. Merci. Ok, merci beaucoup. Monsieur Aubin. Merci. Moi, je suis assez en accord avec beaucoup de choses. C'est la première fois qu'on se rencontre, mais je dois dire que je ne vais pas reformuler ce que vous venez de dire parce qu'en fait, j'adhère assez clairement et en toute sincérité avec une grande partie de vos propos. Par contre, je vais essayer de les compléter sur d'autres questions ou des termes qui ont été soulevés dans des questions et qui me paraissent importants sur le fond. Et puis aussi peut-être pour vous surprendre par rapport à des choses, comme par exemple, là vous venez de parler, on parlait de culture locale et de l'animisme. Il est tout à fait possible qu'une culture locale en termes d'animisme n'ait pas du tout le même rapport à la nature que dans une société moderne où on se permet de la bousiller pour consommer, qu'elle soit tout à fait d'accord pour promouvoir un système dans lequel, alors qu'avant ce qu'on jetait n'était même pas un déchet, parce que ça permettait d'alimenter les volailles, le sol pour cultiver et qu'on a un lien déjà circulaire avec la nature, que quand il est cassé avec des déchets électroniques et du plastique, je suis pas du tout sûr qu'ils trouvent ça bien, et peut-être même qu'ils pensent que ça va contre des divinités, et peut-être même qu'ils sont prêts à s'impliquer pour. Et ce qui compte, n'oubliez pas, c'est les prescripteurs. Donc j'en arrive là-dessus, des prescripteurs, tiens, j'ai des idées pour relier des points, sur ce qui était dit au niveau du tri sélectif. Quand j'étais petit, il n'y avait pas de tri sélectif en France. Il n'y en avait pas. On mettait tout dans la même poubelle, hein, d'accord, ok, on avait des usines d'incinération de déchets, et les autres, on les enfouit. Et croyez-moi, on ne le dit pas trop, mais on en enfouit encore la majeure partie. Et aujourd'hui, c'est trié. Alors les champions, moi je suis allé en Allemagne récemment, j'y retourne là, c'est vraiment impressionnant, hein, ils ont 5 bacs différents de tri, etc. Mais on va dire que la règle de base, c'est quand même au moins que ce qui peut être composté soit séparé du reste, et ensuite on a ce qu'on connaît sur le métal, sur le plastique, etc., où c'est plus ou moins raffiné. Mais comment on a fait pour y arriver? Les instituteurs, les mamans, c'est les enfants qu'enguirlandaient leurs parents qui triaient pas parce qu'à l'école on leur avait expliqué pourquoi c'était important. C'est quand même quelque chose que moi j'avais pas vu, hein. Avant, moi, on faisait ce que les parents nous disaient. Là, les instits, ils ont fait gagner la bataille du tri par les enfants au niveau de l'éducation obligatoire, ce qui soulève la question de la volonté politique, parce qu'ils avaient le droit de le faire dans le cadre de leur boulot d'enseignant, parce que c'était considéré comme un chantier national d'intérêt général.
C'est qu'un exemple, parce que sur la volonté politique, je pense qu'on aurait tous beaucoup de choses à dire sur l'interpellation de nos pouvoirs publics. Et très souvent, contrairement à l'exemple que je viens de donner, c'est localement qu'il faut avoir une adhésion pour faire quelque chose, parce que c'est après que ça remonte, quand ça vient pas d'un centre de décision central. Ça, j'ai travaillé 24 ans dans le public, donc je vous prie de me croire, avec pas mal d'échelons territoriaux. Une chose qui m'a touché, qui est une question qui, vous avez très bien répondu de mon point de vue aux autres. Il y avait des questions, là, l'histoire là du monsieur et des toilettes publiques. Alors c'est intéressant parce qu'on a notamment, avec le projet dont je parlais, Forge CC, de documenter des toilettes sèches. Donc c'est certainement beaucoup moins agréable que le fleuve, et c'est certainement plus écolo que les toilettes publiques ordinaires, à l'eau. Donc je laisse réfléchir aux avantages et aux inconvénients des trois, et aux acteurs qui vont essayer de mettre les trois, parce qu'il y en a, c'est des ONG avec des populations locales, d'autres c'est des autorités publiques qui, où elles les mettent pas, il n'y a rien, et le troisième c'est quand il n'y a rien, qu'est-ce que je fais comme avant? Donc ça, on n'a pas le temps, donc, mais je vous laisse y réfléchir. Et ça, attendez, s'il vous plaît, il y a madame qui a parlé du packaging, qui est quand même une très haute question environnementale, puisque je peux vous dire qu'on n'y croyait même pas en Europe quand il y a des pays dans lesquels, dans les supermarchés, on a interdit les sacs en plastique, parce qu'en fait, c'est toujours été les sacs en plastique pour partir avec ses courses. Et même, vous savez qu'ici au Sud, il y a énormément d'efforts de fait dans les villes pour la réduction des sacs plastiques. Et même s'il y a moins de plastique, là, si je bois en tant que non-musulman une béninoise, je vais avoir une bouteille de verre recyclée, mais sinon, je vais avoir une bouteille d'eau minérale, d'accord, en plastique. Et vous, sur le packaging, vous avez ces problèmes-là. Je vais vous dire, et ça va vous surprendre, parce que ça va rejoindre la dernière remarque que je vais faire sur le coût. On a financé au Congo un atelier de fabrication de packaging qui était basé sur des origamis en papier craft décoré pour sensibiliser les gens à la question du plastique sur le packaging. Vous allez voir que dans les boutiques de luxe, maintenant, c'est plus du packaging plastique standard que vous allez avoir, mais du packaging biodégradable haut de gamme, avec des encres qui peuvent être du jus de betterave, etc. Il y a même un gars que je connais qui fait fortune sur les pigments bio recyclables, parce qu'il a compris que les couleurs sont très toxiques dans les encres, et qu'il a parié là-dessus. Ça, c'est des questions qui posent sur le fait, les mêmes que le verre, le recyclage, le réemploi, mais il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là, de progrès à faire, avec une adhésion des personnes, sauf que, comme les matériaux de construction, excellente question de madame, aujourd'hui en France, j'ai la classe, je suis écolo, je suis riche, j'ai une Tesla, elle est électrique, j'ai mes emballages de luxe en biodégradable, et j'ai ma maison en biosourcée. Seulement, c'est pas sur étagère parce que c'est plus cher que le reste. Okay. Et on rejoint la question des briques de monsieur. Donc il y a un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, sans volonté politique, on n'aura pas les infrastructures qui faciliteront la construction en briques de terre avec les briqueteries de quartier, etc. Parce que ça nécessite aussi, et je rejoins l'histoire des citoyens et des communautés au fond, qu'il faut faire pression sur les autorités pour leur faire comprendre que sinon, c'est pas la peine de vous taper dessus, mais vous attendez pas à ce que ça se fasse tout seul non plus. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour votre intervention. Ben, moi, je vais ramasser, en 2 minutes, je vais ramasser. Vos préoccupations sont toutes légitimes et montrent l'importance de développer des solutions culturelles pour régler nos problèmes. Les solutions importées ont montré leurs limites et les défis. Tous les cas que vous avez présentés, pour moi, je pense que c'est beaucoup plus un défi d'adaptation de la technologie. Et les solutions low cost, les makers sont vraiment bienvenus pour développer, expérimenter ces solutions. D'ailleurs, certains ont mis, je dirais, en cause la contribution des centres de formation, des centres de recherche. Les centres de recherche font beaucoup et beaucoup de choses. C'est la vulgarisation qui n'est pas très développée. Moi-même qui suis ici, en août dernier, j'ai édité un livre qui est intitulé Aux frontières de la souveraineté architecturale, l'architecture vernaculaire revisitée au sud et au centre du Bénin, qui a balayé toutes les formes d'architecture vernaculaire que nous pouvons avoir dans cette zone du pays. Donc, beaucoup de choses se font, beaucoup de mémoires, beaucoup de rapports, beaucoup de thèses se font sur ces matériaux, mais malheureusement, c'est leur adaptation qui prend du temps et c'est un processus sur le long terme parce que les autres
qui ont pu imposer dans nos mentales les solutions prêtes à porter que nous utilisons, ont mis du temps pour travailler sur la cosmétique liée à ça. Quoi qu'on dise, le ciment est meilleur, on a dû travailler nos mentales pour voir que c'est plus dur, c'est plus maniable, c'est plus. Donc, effectivement, il y a un travail essentiel à faire au niveau de la formation et de la recherche qui doit être transdisciplinaire et pluridisciplinaire, et les expérimentations locaux sont un vivier très important pour favoriser l'adoption des solutions locales. De toute façon, un jour, j'ai été choqué en suivant une émission. L'OMS a déclaré qu'en Afrique, 80% des Africains n'ont pas recours aux soins de santé classiques lorsqu'ils tombent malades. Et c'est vrai, quand il y a eu Covid, tout le monde a prédit notre mort, mais nous voilà, là, on est tous dans la salle aujourd'hui. Au Bénin, on n'a pas eu 200 morts selon les statistiques officielles. Pourquoi? Parce qu'il y a l'automédication, il y a la pharmacopée, il y a des solutions alternatives que nous avons dû utiliser pour être là. Donc, c'est dire que 80% de nos concitoyens n'ont pas recours à ces solutions. Mais malheureusement, 100% des médecins sont formés à quoi? À prescrire des technologies étrangères, à prescrire des médicaments étrangers. Donc, le problème est qu'il faut endogéniser. C'est pareil dans le domaine de la construction. Tous les architectes que nous formons sont formés pour réfléchir, prescrire les solutions d'ailleurs. L'aluminium, l'alucobon et bien d'autres choses qui ne sont pas adaptées à nos réalités et qui nous créent plus de problèmes. Donc, il y a un travail de recherche approfondi à faire. C'est pareil hein, dans tous les secteurs, déchets, électricité et autres que nous avons pu voir. Je ne vais pas revenir dans les détails sur tout, mais la solution existe aujourd'hui et nous devons pouvoir travailler davantage à travers l'innovation sociale, les Fab Labs, les makers, pour une synergie entre tous ces acteurs pour pouvoir les développer. Et je me rappelle, hein, il y a une dizaine d'années, quand on a commencé par collaborer avec Blow Lab, c'était embryonnaire, c'était des jeunes fous qui n'avaient qu'une seule obsession, c'est que la digitalisation entre dans les habitudes. Aujourd'hui, on est à un festival international qu'ils organisent, vous voyez, donc c'est avec le temps que tout ça va se mettre en musique. Et pour terminer, je vais remercier chacun et tous pour ces riches échanges que nous avons eus. Ce qui ressort de tout ce que nous avons dit, c'est qu'électrifier, rafraîchir, gérer et décarboner la ville, ce n'est pas une succession d'actions isolées, mais un projet de société où la technologie, la culture et la gouvernance doivent s'unir. La transition urbaine en Afrique ne viendra donc pas d'une technologie importée, ça on l'a assez dit, mais d'une intelligence collective capable d'électrifier sans polluer, de rafraîchir sans gaspiller et de décarboner sans exclure. Et c'est justement là que le festival Maker nous rappelle que l'innovation n'est pas qu'une affaire d'outils, mais de mentalité. Continuons à faire donc de nos villes des laboratoires vivants pour la durabilité africaine. Je vous remercie.